Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Scotch et Domination mondiale. Aujourd'hui, je te présente une conversation que j'ai eue avec Aurélien Amaker, qui est un marketeur super connu en Europe. Donc, comme moi, Aurélien, ça a été un des premiers à se lancer dans la création de cours en ligne en français. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de bonne plateforme pour être capable d'héberger ou encore de vendre son contenu, de vendre ses cours. Fait après avoir eu quand même beaucoup de succès avec ses formations, il parle justement des chiffres qu'il a fait dans ce podcast-là qui sont excellents. Aurélien est devenu en quelque sorte un des quelques entrepreneurs qui possédait l'expérience et les moyens de mettre sur pied une solution qui est adaptée aux besoins réels et concrets des gens qui veulent faire et vendre des formations en ligne. Parce qu'il faut savoir que de faire un cours en ligne, ce n'est pas si simple que ça. Ça te prend plusieurs choses. Okay? Ça te prend un moyen pour être capable de générer du trafic. Et pour ça, un blog est une bonne option. Parce que c'est facile, relativement, surtout maintenant. Il faut juste que tu saches comment écrire. Et si tu fais un petit peu de recherche sur le référencement et Google, comment est-ce que Google fonctionne, tu es capable de générer beaucoup de trafic. Qu'est-ce que tu fais avec ce trafic-là? Tu le diriges vers des pages de capture ou encore des pop-up pour être capable de récolter des adresses courriels en offrant quelque chose aux gens. On appelle ça la stratégie du lead magnet. Une fois que tu as des adresses courriels, mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec ces adresses courriels-là? Il faut que tu leur envoies du contenu. Donc, ça te prend un système qui va rentrer les gens dans des séquences, qui va envoyer automatiquement des courriels, qui va personnaliser l'envoi de ces courriels-là, qui va gérer tes différentes listes selon qu'est-ce que les gens font sur ton site web. Il faut que tout ça, ça se parle. Ensuite de ça, une fois que tu as un système pour communiquer de façon récurrente avec les gens, ça te prend aussi peut-être un système de webinaire pour être capable d'avoir des interactions avec les gens et les convaincre de la pertinence de ta formation et les diriger vers une page de vente. Webinaire, super de bonne façon de vendre ton cours en ligne. Donc, ça te prend ça. Et j'ai beaucoup d'expérience avec les systèmes de webinaire qui ne marchent pas. J'ai commencé avec Webinar Jam. Il y avait un webinaire sur 2 qui ne marchait pas. À un moment donné, on a pris Webinar Ninja. Ça allait mieux, sauf qu'à un moment donné, notre plan était trop petit pour ce qu'on avait besoin. Ils ne nous l'ont pas dit, ça a planté. Puis sur un gros webinaire, un gros lancement qu'on faisait. Donc, un système de webinaire, un bon système de webinaire, c'est important. Ensuite de ça, ça te prend un portail de paiement. Parce que là, tu as fait ton webinaire, tu envoies le monde sur une page de paiement. Sauf qu'il faut que ta page de paiement fasse différentes choses. Il faut que si ton truc que tu vends, ça coûte 1000, 2000, 3000 $, même juste 500 $, comme les formations que je fais, il faut que tu permettes à la personne de dire, bon, ben moi, j'ai 100 $ à mettre par mois là-dessus. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ont 500, 1000 ou 2000 $ à mettre sur leur carte de crédit one shot. Surtout pas dans l'économie dans laquelle on est présentement. Donc, ça te prend un système qui va accepter différents versements. Ça te prend un système qui va être capable de faire la gestion des taxes. Ça te prend un système qui va faire les factures et qui va être lié avec ton programme, ta plateforme, qui va donner les accès aux bonnes personnes. Quand ils ont payé, ils ont accès à ton contenu. Quand ils demandent un remboursement, il faut que tu sois capable de gérer le remboursement, faire les reçus qui viennent avec ça, enlever les accès de la personne. Donc, ça peut être un peu compliqué. Et ensuite de ça, ça va prendre un programme d'affiliation pour faire en sorte que les clients qui sont satisfaits, espérons que c'est tous tes clients, ils puissent se retourner de bord et dire aux autres gens « Hey, by the way, cette formation-là est absolument fantastique. Achète-la, clique ici. » Et lorsque la personne clique là-dessus, lui, il peut se faire 50, 100, 200 $, peu importe, c'est toi qui décides ça. Et tu as une espèce d'effet amplificateur sur les clients que tu as présentement qui se transforment en espèce d'ambassadeur pour toi. Donc ça, avoir un programme d'affiliation, c'est vraiment pratique et ça vaut vraiment la peine. Sauf que tout le monde charge un prix de fou pour être capable de créer des programmes d'affiliation qui font du sens. Ensuite de ça, ça te prend un portail de cours, comme que j'ai mentionné, qui est intuitif, qui est facile à naviguer, qui va être facile à mettre des vidéos, à bouger lors de tes leçons, lors de tes modules, tes différentes formations. Donc, tout ça, là, tout ça, c'est compliqué. Tout ça, c'est de la job. Tout ça, ça prend différentes plateformes, ça prend différents logiciels. Et personnellement, j'ai pris ActiveCampaign, j'ai pris Leadpages, j'ai pris WordPress et d'autres plateformes, mais ça coûte l'argent, OK? Par mois, ça me coûte peut-être entre 1000 et 2000 $ pour être capable d'avoir accès à toutes ces différentes plateformes-là pour faire ce que je viens de te mentionner. Et, c'est pas tout. Moi, j'ai programmé plusieurs de ces fonctionnalités-là, comme le portail de cours, comme mon système de paiement, comme mon système d'affiliation, justement pour m'éviter des coûts. Fait que, je suis très bien placé pour comprendre à quel point ça peut être un peu de la merde faire des cours en ligne. Il y a beaucoup de barrières techniques. Il y avait beaucoup de barrières techniques. Parce que là, c'est vraiment cool. Parce que
justement Aurélien, qui connaît les mêmes frustrations que moi, qui sait c'est quoi la réalité de faire un cours en ligne, qui a fait une plateforme qui permet de faire tout ça. Et moi, avant, qu'est-ce qui m'empêchait de me lancer dans les plateformes qui existaient déjà, autre le fait qu'ils n'étaient pas nécessairement adaptés, parce qu'on s'entend qu'en 2015-2016, même les meilleures plateformes n'étaient pas bonnes. Mais aujourd'hui, une des bonnes plateformes qui existent, c'est Kajabi. Sauf que Kajabi, là, c'est 150$ par mois. Quand tu n'as même pas encore commencé à faire ta formation, tu ne sais même pas si tu vas en avoir des ventes sur ta formation, ça fait chier de payer 150$ one shot. Tu peux avoir un tarif un petit peu moins haut, sauf qu'il faut que tu payes pour l'année au complet. Donc, il faut que tu sois certain, il faut que tu sois convaincu. Et System.io, là, ça coûte 27$ par mois. 27$ par mois pour avoir tout ce que je t'ai mentionné, c'est rien, c'est fuck all. C'est ridicule comme offre. Puis là, je t'entends me dire, tu vas me dire, oui, mais Oli, si ça vaut pas cher, si ça coûte pas cher, c'est probablement parce que ça vaut pas cher. Bon. Et ça, j'y ai pensé au début. Quand j'ai regardé son pricing, j'étais comme, tabarouette. Hein, ça doit pas être la grosse Cadillac. Et on en a parlé d'ailleurs dans le podcast. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce prix-là? C'est quoi justement les barrières que ça lui met des roues d'avoir un prix qui est aussi bas? Mais quand j'ai parlé avec différentes personnes qui sont venues sur le podcast, qui ont fait des formations, qui ont vendu des formations et qui prennent sa plateforme, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, Olivier, System.io, c'est vraiment malade. Ça règle tous mes problèmes, c'est simple, j'ai pas besoin d'autre chose, ça fait tout ce que j'ai besoin que ça fasse, puis ça me coûte quasiment rien. Et ça, c'est Marco Bernard qui m'a dit ça. Et c'est également Mathieu Desroches qui m'a dit ça. Et quand j'ai été souper avec eux par la suite, puis je leur ai demandé, y a-t-il quelque chose de négatif? Est-ce que tu penses vraiment à tout ce que tu as dit? Ils m'ont tous dit, oui, c'est parfait. C'est tout ce que j'avais besoin. Donc, c'est une chose d'avoir une bonne idée, OK? C'est une autre chose d'être la bonne personne, puis d'avoir la bonne équipe pour être capable d'exécuter cette idée-là. Et dans la conversation que j'ai eue avec lui, ce que je voulais savoir, oui, donc je voulais qu'on parle un peu de son histoire, comment est-ce qu'il a fait ses cours, ça a été quoi les outils, les trucs, les stratégies qu'il a mis en place pour être capable de faire ses formations. Mais je voulais aussi savoir comment est-ce qu'il gère son équipe, comment est-ce qu'il recrute, c'est quoi ses stratégies marketing, c'est quoi ses stratégies, c'est quoi sa vision entrepreneuriale qui a fait le succès que System.io est. Présentement, ils ont beaucoup de clients, un gros chiffre d'affaires et c'est vraiment une très belle startup. Donc, cet épisode de podcast est pour toi. Si oui, tu veux faire des cours en ligne, c'est super cool de savoir justement qui est la personne derrière la plateforme que tu devrais utiliser pour être capable de faire ton cours en ligne, mais également pour tous ceux qui sont intéressés, qui ont présentement ou qui veulent avoir une application web, un SaaS, un logiciel en tant que service. Ça va être un épisode qui est excessivement rempli de valeur. Ça vaut de l'or, je te le garantis. Donc, avant de se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui, autre chose, bien sûr, tu vas le voir, là, dans notre conversation, on a eu beaucoup de points en commun, ça a super bien cliqué. Et à la fin, spontanément, quand j'ai essayé de plugger les gens vers sa plateforme en disant, si vous voulez aller sur System.io, c'est quoi les différentes offres que tu as, etc., il m'a tout simplement dit, Olivier, regarde, je vais doubler, dans le fond, la période d'essai gratuite aux gens qui t'écoutent. Donc, si tu aimerais savoir qu'est-ce qui se passe under the hood de System.io, que tu aimerais juste fouiner, savoir comment est-ce que l'application est faite, pourquoi est-ce que c'est si bien fait que ça, et que peut-être pour t'inspirer dans ton entreprise de logiciel ou tout simplement parce que tu aimerais ça éventuellement faire un cours en ligne et que tu aimerais ça peut-être te familiariser avec c'est quoi vraiment, est-ce que c'est compliqué, comment ça marche? Eh bien, tu as juste à te rendre au latranchée.com/System.io. Donc, la tranchée, latranchée.com/SYSTEMEIO. Et puis, ça va t'amener sur une landing page qui va te donner 30 jours d'essai complètement gratuit. Et là, je sais que tu vas me dire, ouais, mais ça ne me tente pas de mettre ma maudite carte de crédit là-dessus, pas encore un autre qui va me demander mes informations de paiement pour un free trial. Et ils le font même pas. Tu t'en vas là-dessus, tu fais ton compte, pas besoin de carte de crédit, pas besoin de moyen de paiement. Merci, bonsoir, tu peux tout de suite rentrer dans la plateforme pour regarder de quoi ça a l'air et même commencer à créer ton cours en ligne. Fait que vraiment très, très cool. Une offre super généreuse, c'est super le fun qui ait décidé de faire ça. Alors, avant de me lancer dans la conversation avec Aurélien, j'aimerais ça te faire une annonce spéciale. Cette annonce-là est la suivante. On est présentement en confinement. On se sent tout seul chez nous. On sort moins, on voit moins nos amis. Regarde, OK, on était supposé avoir une rencontre secrète parce qu'à tous les trimestres, moi, les membres de la tranchée, on se regroupe dans nos studios, dans nos locaux, on prend du scotch, on prend un verre, on chill ensemble. Et là, c'est plate, il a fallu qu'on annule cette rencontre secrète-là. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et sur le forum, il y a une personne qui a dit « Hey, on pourrait se faire un genre
de rencontres secrètes virtuelles. Et c'est là que ça m'a donné l'idée de, je pourrais prendre Discord pour être capable de, je pourrais faire un serveur Discord pour les entrepreneurs. Normalement, de la façon dont ça fonctionne, Discord, c'est que c'est fait pour les gamers. C'est une application Android, iOS, tu peux installer ça sur Mac, tu peux installer ça sur Windows. Il y a une application directement super intuitive, super rapide, très très bien faite que tu télécharges sur chacune de ces plateformes-là. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Bon, ben, tu t'en vas sur différents serveurs et sur les serveurs, tu as des channels, un petit peu comme Slack. Sauf que ce qui est différent et ce qui est vraiment cool, c'est que contrairement à Slack, tu as également, oui, tu as des channels qui sont textes où ce que tu chattes avec les gens, blablabla, mais tu as aussi des channels vocaux. Donc, où ce que tu te connectes là-dessus et instantanément, ça connecte ton micro et tu peux commencer à parler aux gens. Donc, moi, la façon dont je m'en sers jusqu'à aujourd'hui, c'est très, très simple. Je dis, je m'en vais là-dessus le soir, je regarde qui dans mes amis est en train de gamer, je me connecte au channel, je dis « Hey, what's up les boys? » Puis on se trouve une bière, on rit, puis on s'en va gamer ensemble. Fait que ici, on était capable de faire ça pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu es sur le forum de la tranchée, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, ou il y a quelqu'un que tu vois qui est en ligne, tu te dis spontanément, regarde, va-t'en sur le channel Discord, puis je vais t'aider avec X, Y, Z. Ou tu as des questions là-dessus, va-t'en sur Discord, on va s'entraider. Et vu que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, j'ai pas beaucoup de temps à mettre là-dessus, bien sûr. Je veux pas me casser le basic avec la gestion des abonnements, savoir qui est membre de la tranchée, va aussi avoir droit au Discord, et ainsi de suite. Ça me tente pas de programmer de pont entre les deux. Regarde, je vais y aller comme ça, gratuit, accessible à tous. Tu as juste à te rendre au latranchée.com/Discord, D-I-S-C-O-R-D. Tu cliques là-dessus, tu installes Discord, tu te connectes au serveur, bim, bam, boum, c'est fait. Fait que, regarde, on va l'essayer. On est tous chez nous, là. Hein? Fait que, téléchargez ça. Allez là-dessus. Si vous voyez du monde qui sont dans les channels, soyez pas gênés, connectez-vous, allez dire allô, prenez-vous une bière, faites-vous des amis, complotez pour la domination ensemble, organisez-vous des masterminds, faites ce que vous voulez, je m'en fous, je l'ai fait, c'est là pour vous, profitez-en. Fait que, sur ce, j'arrête mon blabla et on se lance directement dans la conversation que j'ai eue avec Aurélien Amaker. Aurélien Amaker, bienvenue sur Scotch et Domination mondiale. Malheureusement, on n'a pas de Scotch présentement, on fait ça à distance. Je t'ai demandé de venir au Québec, tu avais acheté ton billet. Sauf que là, il y a le corona, ils ont fermé les frontières. Tu étais prêt à venir? Je sors plus de chez moi. Ouais, c'est ça, tu es confiné. De toute façon, tu es en quarantaine depuis le mois d'août que tu m'as dit tantôt. Je suis en quarantaine depuis l'année dernière exactement et j'en ai pris pour 10 ans. Super. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas au Québec, à cause que toi, tu es une personne qui est excessivement connue en France, dans la francophonie mondiale, au Québec, on est un petit peu en retard un peu sur les différentes solutions technologiques qui sont offertes par les gens en Europe. Et toi, tu es le président fondateur de l'entreprise System.io, qui est une super bonne plateforme de création de cours en ligne. On a plusieurs membres sur la tranchée qui utilisent ta plateforme. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me parle de ton service, c'est toujours en bien, c'est toujours du positif. Les gens sont super satisfaits. Et il y a des gens qui sont venus sur le podcast par le passé, Mathieu Desroches, Marco Bernard, qui utilisent également ta plateforme. Tu m'as créé des accès, j'ai été snoop around à savoir à quoi ça a l'air et c'est effectivement très bien fait. C'est simple, c'est une belle solution clé en main pour gérer la création et la vente de cours en ligne. Donc, j'aimerais ça qu'on parle un peu dans notre conversation, à savoir comment ça est-ce que tu es arrivé à faire ce genre de produit-là, ce genre de SaaS-là, qui est un peu une entreprise de rêve pour beaucoup d'entrepreneurs qui débutent et qui voient les SaaS aller de loin. Ils entendent parler de ce modèle d'affaires avec des revenus récurrents et là, on voit des images d'entrepreneurs sur la plage qui font rien. Puis, on voit le cash rentrer. Donc, on va savoir, est-ce que c'est ta réalité? Comment est-ce que ça s'est passé? Mais je veux, avant qu'on arrive là, qu'on parle un peu de ton histoire, parce qu'on a beaucoup de points communs quand même dans nos histoires. Puis, je pense que c'est intéressant de partager ça avec tout le monde. Donc, je pense que le point de départ qu'on pourrait prendre, c'est tout simplement quand est-ce que tu es arrivé dans l'univers du marketing en ligne? Pourquoi est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Et qu'est-ce qui t'a amené justement à commencer à offrir des programmes en ligne? Yes, ben écoute, moi c'est simple, hein, ça fait 10 ans. C'est marrant, hein, ça fait 10 ans quasiment jour pour jour. Donc j'ai commencé en mars 2010. Et en fait, à l'époque, j'ai rencontré des blogueurs qui gagnaient, que je suivais, qui gagnaient un petit peu d'argent avec leur blog, tu vois, entre 500 et 1000 euros par mois. Et moi, j'étais à la recherche d'un business à lancer. J'avais passé 2 ans en Australie et je voulais absolument pas retourner travailler dans un bureau.
Et en fait, j'ai décidé de mettre à temps plein sur mon blog. J'avais un petit blog sur le développement personnel que personne ne lisait. C'était assez impressionnant. Genre, si j'avais 10 visites par jour, je faisais péter le champagne. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça. Le premier mois, j'ai gagné 82 euros avec la publicité et l'affiliation. Et voilà, et pour l'anecdote, c'est marrant parce que quand j'ai dit ça à un copain qui était ingénieur, il a rigolé, tu vois, parce qu'il m'a dit, mais tu as travaillé un mois, tu as gagné 82 euros, tu vois, mais pas méchamment, hein, c'est quelqu'un de très gentil, mais spontanément. Et aujourd'hui, bah, j'ai un business et lui, il est toujours ingénieur à la défense, tu vois. Donc voilà, moi, je me disais, bah, si j'ai gagné 82 euros, peut-être je pourrais gagner 150 euros, 200 euros, etc. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Le mois suivant, j'ai gagné 130 euros. Le mois suivant, je ne sais plus, 250 euros, un truc comme ça. Et au bout de 6 mois, je suis parvenu à gagner 1000 euros avec mon blog. Et quand j'ai voulu passer à l'étape suivante, en fait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient commencé à lancer des formations. Il y avait notamment Olivier Roland qui avait fait un lancement décembre 2009. Et donc, je me suis rapproché de Sébastien Knight, Sébastien marketeur français, qui avait fait son lancement. Et on a donc signé un contrat pour qu'il fasse mon lancement. Il m'a aidé à créer une formation de blogging qui s'appelait Bloguer Gagner. On a fait quelques webinaires, on a fait 10 000 euros de vente. Je suis parti voyager en Colombie où j'ai rencontré ma future femme. Et l'année suivante, on a donc fait un lancement avec une armée d'affiliés. On avait 13 000 personnes sur la liste de lancement et on a fait 550 ventes d'une formation à 1 000 euros. C'était le plus gros lancement à l'époque. Donc déjà, bon, je n'ai pas gagné un demi-million. À cause de C'est important. l'affiliation? Ouais, alors tu as l'affiliation, tu as la TVA, tu as les remboursements, tu as les gens qui arrêtent de payer, tu vois, tu as les paiements récurrents et puis ils arrêtent de payer, tu perds tous les mois, je sais pas, peut-être 10%. Donc au final, c'est un chiffre que je partage en toute transparence. J'ai dû rester avec peut-être 130 000 euros hors taxe dans la société, donc c'est très bien, hein, j'étais très content. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc voilà, j'avais ce mode de fonctionnement par lancement auquel j'ai jamais accroché. Et c'était paradoxal parce que j'étais dans le groupe Mastermind de Jeff Walker, tu vois. Ouais, puis on sait que Donc, Jeff, c'est principalement juste ça qu'il fait comme stratégie pour être capable de générer des revenus. Mais exactement. juste revenir un peu, on s'entend que après combien de temps tu as fait ton lancement et tu as été capable de générer 130 000 euros? En fait, le lancement m'a permis de générer 130 000 euros, c'est-à-dire que Mais 130 000 ça, euros c'était net combien dans de la temps après société. avoir commencé ton blog? En fait, si tu veux, bon, alors j'avais un petit blog, mais que personne ne lisait. Donc, c'était en mars 2010, j'ai commencé à travailler dessus à temps plein. Et le lancement, donc voilà, au bout de 6 mois, j'ai gagné à peu près 1 000 euros par mois. J'ai commencé à travailler avec Sébastien. Et c'est un an plus tard, donc c'est en octobre 2011 qu'on a fait le gros lancement et qu'on a fait 500 000 euros de vente. Ah, quand même. C'est quand même impressionnant de voir qu'en seulement un an et demi, 2 ans de travail, tu étais capable de faire un lancement qui t'a généré amplement suffisant d'argent pour être capable de te soutenir. Ouais, non, non, mais c'est très très bien si tu veux. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est marrant parce que je regarde en arrière et je me dis waouh, plus le temps passe, plus il y a de gens, plus je vois de gens qui gagnent de l'argent sur Internet, plus je vois de gens qui lancent des business sur Internet. La semaine dernière, j'étais au ski avec un ami et si tu veux, son père, il est à la retraite, il a monté un business, il vend du ginseng sur Internet, tu vois. Et j'ai rigolé, j'ai dit à mon pote, non mais si tu veux, on est en 2020, même ton père, il gagne de l'argent sur Internet, tu vois. C'est-à-dire, donc voilà, ouais, clairement, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était génial, mais aujourd'hui, il y a des gens qui font mieux, voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Mhm. Et surtout, ce modèle par lancement, j'ai jamais accroché, parce qu'en fait, si tu veux, tu fais un gros pic de vente, et puis après, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et moi, ce que je voulais, c'était un business voilà, qui génère des revenus récurrents. Et en plus, les lancements, ça marchait moins bien pour moi, etc. Donc, je suis parti du groupe Mastermind de Jeff Walker. C'était début 2015. Là, j'ai commencé à lancer plein de petites formations. J'ai commencé à chercher vraiment ma propre voie. Donc, j'avais plus de partenaires, plus rien du tout. J'étais tout seul voilà, dans mon coin. Donc, je faisais combien? Je faisais 20-30 000 euros par mois de vente, ce qui est pas mal. Voilà. Et du coup, j'ai lancé System.io pour plusieurs raisons.
C'est un peu, voilà, il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que depuis le début des années 2010, j'écoutais beaucoup de podcasts sur les startups. Pas sur les startups, mais sur les applications SaaS plutôt. C'est Mhm. fou, ça faisait des années que j'écoutais ça. J'ai une culture énorme. Je connais toutes les boîtes, où elles sont, les fondateurs, etc., etc. Et j'ai toujours aimé ce business model, puisque par exemple, nous, on recommandait. Donc moi, j'utilisais Aweber pour ma liste email et on recommandait Aweber et je gagnais de l'argent avec l'affiliation avec Aweber. Et en fait, bah, j'ai découvert que Aweber, il faisait 20 millions de dollars de chiffre d'affaires, tu vois. Hmm. Et donc voilà, donc en 2015, j'ai commencé un petit peu ouais, à expérimenter un petit peu. Donc j'avais un développeur au Bangladesh, voilà, il m'a bricolé un truc pour créer des pages, etc. Mais c'était vraiment, voilà, c'était pas terrible. Et fin 2015, j'ai signé avec une boîte au Maroc, donc un client de mes formations qui avait une boîte au Maroc, un Français, pour qu'il développe voilà, le logiciel. Et donc j'ai perdu 1 an et 30 000 euros. Et c'est début 2017 que j'ai trouvé l'équipe pour créer le produit. Et on l'a lancé, donc ça va faire 2 ans, donc mars-avril 2018. Voilà. Hmm. Ça, c'est un enjeu qui est important quand on est en train de travailler sur du logiciel parce que c'est facile de tomber sur des développeurs qui te parlent et puis la façon qu'ils te parlent. Toi, tu n'es pas un spécialiste, tu n'es pas un développeur nécessairement, donc c'est facile de se faire entourlouper un peu par des gens qui sont super excités à propos d'une technologie particulière et puis peut-être que ce n'est pas la bonne technologie pour ton projet. Je pense que euh, la, 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 une des considérations que les gens n'ont pas nécessairement quand ils ont une idée d'entreprise, c'est qu'ils se disent ça, c'est une excellente idée, mais c'est pas à cause que tu as une excellente idée que tu es la bonne personne ou Ouais. que tu as la bonne équipe pour être capable de concrétiser cette idée-là. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu avant, juste comme, parce que là, tu as dit, OK, regarde, je faisais entre 20 et 30 000 euros par mois, comme si c'était no big deal. It's a big deal! C'est pas rien, c'est pas tout le monde qui fait ça, c'est très, très peu de personnes euh, qui font ça. J'aimerais ça que tu parles un peu, si tu n'avais pas un processus de lancement pour tes formations, c'est comment est-ce que tu structurais un peu tes offres? Est-ce que c'était de la publicité Facebook? Est-ce que c'était des tunnels de vente? Comment est-ce que ça fonctionnait pour être capable de générer justement ce chiffre d'affaires-là? Yes, yes, très bonne question. Oui, oui, alors non, non, c'est sûr que c'est très bien. C'est juste pour t'expliquer, en fait, c'est que moi, j'étais dans. Donc, tu avais mes anciens partenaires qui faisaient tout, qui continuaient à faire des lancements, qui continuaient, qui faisaient de plus en plus avec le lancement. Et si tu veux, ben, moi, je me sentais mal, quoi, parce que même si 20-30 000 euros par mois, c'était. En fait, c'est ça qui était vraiment moche, c'était que je gagnais bien ma vie, voire très bien ma vie, mais je me sentais comme une merde parce que je voyais mes anciens partenaires, etc., qui faisaient des lancements. J'entendais parler 1 million, 1,5 million, 2 millions, tu vois, 3 millions, etc. Il y a des mecs, ils ont fait 3 millions. Et du coup, je me sentais coupable et con. Tu vois, donc c'était vraiment, non, ouais, c'était pas très cool quand même. Donc, comment je faisais ces 20 à 30 000 euros? C'est très simple. Je faisais une promo toutes les semaines sur ma liste email. Donc c'est assez agressif, et en fait, j'ai mis en place un espèce de système où en fait, j'ai une feuille Excel et c'est un truc qu'on utilise toujours d'ailleurs. C'est-à-dire que, en fait, mon idée, c'était quoi? Mon idée, c'était de dire: «J'ai une matière première qui est le nombre de clics. Combien j'ai de personnes qui cliquent sur ma promotion?» Tu vois? En fait, j'ai mis en place un système, c'est, un système de tracking, c'est une feuille Excel qui me permet de comparer et d'optimiser l'efficacité de mes campagnes email. Parce que tu vois, quand j'étais dans l'équipe des lancements, bah, tout le monde me disait, voilà, il faut vendre des produits chers, il faut faire des lancements. Moi, je me disais, ouais, mais les gars, mais en fait, vous faites que vous avez jamais essayé autre chose, donc comment vous savez? Donc, quand je suis parti tout seul dans mon coin, bah, là, justement, j'ai commencé à expérimenter, j'ai commencé à mettre en place mon propre système pour optimiser. Donc, j'ai cette feuille Excel et en fait, chaque semaine, je note, voilà, j'ai fait une promotion, quelle est l'offre, quelle date, combien d'emails envoyés, combien de clics dans les emails, Hmm. et quel est le chiffre d'affaires et surtout quelle est la valeur par clic générée. Et ça, c'est intéressant parce que ça te permet de comparer, parce que comment tu compares une offre sur un lancement sur 2 semaines pour une offre à 2 000 euros avec une offre flash sur 2 jours pour une offre à 100 euros, tu vois. Hmm. C'est difficile à comparer. Donc, j'ai trouvé cet indicateur qui est la valeur par clic. Et ça me permettait d'optimiser la rentabilité de ma liste email.
Donc, ce que j'ai découvert, c'est que ce qui marchait. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que ce qui marchait, c'était la nouveauté. C'est-à-dire que même si tu relances une formation 6 mois ou un an plus tard, la majorité des gens qui étaient intéressés l'ont déjà acheté. Donc, même si tu as des gens qui sont arrivés sur ta liste email, ça ne vient pas compenser. Donc, évidemment, tu ne peux pas toujours créer du contenu nouveau, des formations nouvelles. Donc, voilà. Mais voilà, c'est bon à savoir. Donc, la nouveauté, les promos, je faisais moins 50% à mon anniversaire et à Noël. Et là, j'obtenais des valeurs par clic très élevées. Et ensuite, c'était tout ce qui était premium. Donc, c'était un petit peu les extrêmes, tu vois. C'était soit vraiment le pas cher du tout, soit le très cher. Et le premium, c'était typiquement des offres de coaching ou un mastermind, tu vois, avec 4 personnes. Euh, voilà. OK. C'est quand même intéressant parce que justement, moi aussi, j'ai eu la même réaction que toi face au lancement. Tu sais, je suis pas une personne qui adore le modèle de lancement parce qu'effectivement, tu sais, c'est pas sustainable. Je pense qu'on a un petit peu la même vision de l'entrepreneuriat qui est, ben, je pense que tu es un entrepreneur qui veut créer, pas nécessairement, oui, tu veux faire des profits, mais tu veux surtout créer de la valeur. C'est-à-dire d'avoir une espèce de modèle, une entreprise qui en soi, sans que tu aies obligé d'être présent dans cette entreprise-là, vaut quelque chose. Puis quand tu as une formation et que tu fais des lancements à chaque année, tu ne peux pas vendre ton entreprise. Ton entreprise ne vaut rien. Ton entreprise, c'est toi. Puis quand tu arrêtes, ton entreprise arrête. Tu sais. Je pense que tu pourras me corriger si je me trompe, mais ce que tu as vu justement en regardant les startups et en regardant les entreprises, c'est que ça, c'est tout ce qui se passe à Silicon Valley puis aux États-Unis, c'est une game de valorisation et dans le but de faire un IPO, dans le but de peut-être vendre, de se faire acquérir. Peut-être que toi, ce n'est pas ton objectif, mais c'est un paradigme qui est nettement différent de celui de créer des formations en ligne. Non, mais c'est clairement, ça a été un gros facteur. Effectivement, tu as bien mis le doigt dessus. En fait, c'est marrant parce que c'est vrai que ça a été aussi une démarche d'entrepreneur, mais une démarche d'investisseur. Puisque, en fait, si tu vas à l'époque, donc moi, ça fait 5 ans que j'habite à Lisbonne, au Portugal, parce que voilà, il fait beau, etc. Le pays me plaît. Et j'ai investi un petit peu dans l'immobilier. Et je m'étais dit, mais voilà, si tu réfléchis, tu vois, bon, tout le monde peut investir dans l'immobilier. Tous les expats, tous les Portugais qui ont un peu d'argent, les mecs qui sont dans le bâtiment, etc., qui sont un peu malins, voilà, ils prennent les bonnes affaires, etc. Et je me dis, voilà, quelle est ta valeur ajoutée quand tu investis dans l'immobilier? A contrario, moi, mon business, tu vois, ça fait des années que je fais ça, j'ai développé une expertise. Donc, si tu veux, ma valeur ajoutée, elle est beaucoup plus élevée parce que, tu vois, acheter un appartement, le retaper et puis le vendre, voilà, c'est pas rocket science, quoi. C'est pas le truc, tu vois, c'est pas hyper compliqué. Par contre, mon expertise dans le web marketing, mon réseau, tout ça, et puis le fait que j'y passe, je travaille dessus à temps plein, j'ai un effet de levier qui est beaucoup plus important. Donc, en fait, je me suis dit, voilà, plutôt que d'investir dans l'immobilier, puisqu'on avait déjà fait un investissement avec ma femme, je vais investir dans mon business. Et c'est marrant parce que en 2016, la bourse américaine était déjà très élevée. Avec l'élection de Trump, ça a monté encore plus. Et je m'étais dit, regarde, l'immobilier, tu as déjà investi et puis tu vois que tu n'as pas une valeur ajoutée de dingue. La bourse, c'est beaucoup trop élevé. En fait, ça conforte l'idée d'investir dans mon business. Donc, c'est ce que Ouais. j'ai fait. System.io, ça m'a coûté à peu près 200 000 euros. D'accord? C'est tout ce que j'ai dépensé jusqu'à ce que ça s'autofinance, si tu veux. Donc, c'est pas une somme démentielle, c'est pas énorme. Et aujourd'hui, la valorisation, ce serait. Ouais, c'est difficile à dire, mais c'est au-dessus de 5 millions, quoi, a priori. Hmm. Ah, c'est Donc, quand même incroyable. Puis ce que tu es en train de me dire, c'est une réflexion qui est super intéressante. Puis peu de gens prennent la peine de faire cette réflexion-là de c'est quoi la valeur que moi, c'est où est l'endroit dans lequel moi je peux apporter le plus de valeur possible. Puis toi, c'est clairement pas justement dans l'immobilier. J'ai eu quelques invités de podcast où on a parlé d'immobilier. Puis il y a façon de faire quand même des revenus intéressants avec l'immobilier, mais tu sais, est-ce que tu as une connaissance du système bancaire
élevé. Ça, c'est un Ouais. avantage important. Est-ce que tu as une compagnie de construction? Ça, c'est un avantage important. Est-ce que tu as des systèmes en place ou un gros réseau de courtiers immobiliers pour t'aider à faire les deals et avoir des deals à scale? Tu sais, il y a différents avantages injustes, si on veut, que tu peux avoir sur les autres qui vont te permettre de faire des bons rendements. Tout à fait, tout à Mais fait. toi, dans ton cas, c'était le marketing, ta connaissance du marché au niveau du marketing. Tu avais un peu d'argent, tu t'es dit, euh, regarde, sais-tu quoi? Moi, je pense que je ne fais pas confiance aux autres entreprises sur le marché présentement pour me donner un retour. Et je pense que je me fais confiance plus à moi que ce que je fais confiance au marché. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que quand tu mets de l'argent de côté en tant qu'entrepreneur, euh, puis que tu mets cet argent-là soit dans un fonds mutuel ou que tu mets cet argent-là à la bourse ou peu importe, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que tu ne te fais pas confiance en tant qu'entrepreneur pour donner un Ouais. retour sur investissement sur ton argent. Tu as mieux le donner à un autre entrepreneur qui, lui, va faire un retour sur investissement sur ton argent. C'est de prendre les choses en main, puis je trouve ça cool. Non, mais en fait, j'ai écrit un livre justement sur l'investissement qui s'appelle le guide de l'indépendance financière pour tous. Le guide de l'indépendance, non, l'indépendance financière pour tous. Excuse-moi. Bon, bref, c'est un livre que voilà, j'offre gratuitement. Mais en fait, dedans, j'explique que la bourse, en fait, si tu veux, la bourse, enfin, tu peux apporter des fonds, mais tu n'as aucun. Enfin, grosso modo, les entreprises, elles s'en foutent de toi, tu vois. Ouais. Soi-disant, tu peux aller aux assemblées générales, etc. Mais on sait très bien que voilà, tu n'as pas un pouvoir très important. Donc, si tu veux, tu as un effet de levier qui est très faible, puisque grosso modo, tu apportes du capital, mais tu ne vas pas apporter ton expertise, tu ne vas pas apporter ton temps, tu ne vas pas influer sur le cours des choses. Donc, grosso modo, bon, l'avantage, c'est que c'est passif, tu vois, Ouais. ça te demande absolument zéro temps. L'inconvénient, c'est que du coup, le retour sur investissement, il est limité. Et c'est ce qu'on disait, voilà, on a parlé un petit peu de la bourse. Les gens disent, voilà, là, ces dernières années, les gens disaient, bah voilà, j'ai fait 20%, machin, 15%. Et je leur disais, mais attendez, mais réveillez-vous. La bourse, c'est pas nouveau, d'accord. Tu regardes sur un siècle, c'est simple. La bourse américaine, c'est 7 à 8% par an. Donc, si tu fais plus 15% cette année, il faut bien avoir conscience qu'une année, tu vas faire moins 10 ou moins 15 ou moins 20%. Et c'est marrant parce que bon, bah, là, on est en pleine crise du coronavirus. Ouais. Moi, entre guillemets, enfin, voilà, je suis très triste pour ce qui se passe, etc. Nous-mêmes, on est impacté, il faut faire très attention, on limite les sorties, etc. Mais bah, là, je me dis que mon pari, il est peut-être en train de payer dans le sens où je m'étais dit, voilà, je vais développer cette société qui va générer du cash. Et ensuite, je vais investir dans la bourse quand la bourse aura baissé. Et là, le CAC 40, il a perdu quasiment 40%. Le Dow Jones, tous les indices ont perdu 30%. Donc, bah, moi, je me dis que là, c'est le moment où je vais commencer à investir, tu vois. Ouais, 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 pour être capable de. Puis en même temps, bon, de toute façon, juste pour revenir avant, tu as dit quelque chose d'autre aussi qui je pense qui va, je sais pas, peut-être surprendre un petit peu l'auditeur pendant qu'il est en train d'écouter, c'est j'ai investi 200 000 € dans mon entreprise. Et ça, pour être capable de se dire, je vais investir 200 000 € dans mon entreprise, ça implique justement une espèce d'épargne qui a lieu avant d'être en mesure de justement être capable de se lancer dans une entreprise entrepreneuriale de cette envergure-là. Euh, Puis je pense que euh, l'idée, lorsque les gens ils se demandent, ah ben moi, j'ai pas d'idée de business, je sais pas quoi faire, je sais pas euh, où commencer ou peu importe. Et je pense que la meilleure stratégie possible pour ce genre de personnes-là, c'est juste de se dire, écoute, prépare-toi pour quand il va y avoir une vague qui passe, tu vas être en situation financière ou intellectuelle de l'apprendre. Tu sais, donc, de s'informer, de commencer à justement écouter des podcasts, lire des livres et mettre de l'argent de côté aussi pour quand tu en aies de besoin, tu sois la meilleure personne possible avec les ressources nécessaires pour être capable de te lancer. Si je ne me trompe pas, est-ce que tu as eu du financement pour t'aider avec ce démarrage d'entreprise-là? Non, 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 pas du tout. Non, non, j'ai toujours, bah, non, depuis le départ, je me suis toujours autofinancé. Et en fait, quand je te dis 200 000 euros, c'est pas je me suis dit, je vais investir 200 000 euros et je vais créer ça. C'est qu'en fait, j'ai monté une équipe, on a commencé à développer. Et au final, en faisant le compte de, voilà, pendant 1 an et 3 mois, on a développé sans avoir de revenus. Donc, combien ça m'a coûté? Plus ensuite, le temps qu'on arrive à l'équilibre, bah, j'estime que plus les 30 000 balles que j'ai pris avec les Marocains qui ont fait, tu vois, qui ont fait n'importe quoi,
bah, j'estime qu'au final, voilà, j'ai dépensé 200 000 euros avant de commencer à faire des profits. Donc, c'est grosso modo le coût du développement pour avoir un produit que je pouvais vendre et qui s'autofinance. Et Et ça, c'était de l'argent c'est de l'entreprise. C'était ouais, pas mon argent à moi. ouais, de ton entreprise personnelle, en fond, de tes Oui. formations. Et ça, ce 200 000 $-là, c'est sans compter, bien sûr, qu'est-ce que toi, tu t'es versé pour ton coût de vie au quotidien, je Mais suppose? moi, en fait, je continue à vendre des formations et du coaching. Mhm. Donc moi, derrière, non, c'est en 2017 où j'ai fait. Bah oui, c'est en 2017 où en fait on a travaillé pendant toute l'année sans vendre le produit, puisqu'on l'a vendu en mars 2018. Et du coup, en 2017, je crois que j'ai fait. Je sais plus, mais c'était pas très brillant. Je crois que j'ai même fait moins de 10 000 euros, tu vois. OK. Ouais. Donc ça fait bizarre quand tu viens des formations où tous les ans, tu vois, tu fais du cash, etc. Là, tu te sens un petit peu pas terrible, mais bon, et c'est important aussi d'expliquer, parce que c'était pas qu'une opportunité financière ou etc. Puisque tu as parlé du fait de créer de la valeur, c'est-à-dire que enfin, pour moi, je sentais qu'il y avait un besoin sur le marché qui n'était pas comblé. C'est important, hein. Je me suis pas lancé en me disant, voilà, je vais lancer ça, je vais gagner de l'argent et ça va être génial. Non, ça a été, voilà, je trouve que sur le marché, il manque quelque chose, puisqu'en fait, grosso modo, il y avait ClickFunnels, qui est voilà, le mastodonte américain. Il y avait LearnyBox, qui était le concurrent français. Et moi, je connaissais bien ce marché, puisque mes clients, bah, ils utilisaient ClickFunnels ou LearnyBox ou d'autres logiciels. Et je me disais, bah, ClickFunnels, c'est cher et c'est en anglais. Et LearnyBox, bon, voilà, enfin, je sais pas comment le dire, ça me gêne un peu vu que c'est un concurrent et que, Ouais. mais grosso modo, je trouvais que c'était cher. Et autant le produit au départ, j'avais des bons retours vraiment là quand ils ont lancé au début. Autant quand je le voyais, je me disais, ça c'est, enfin, pour moi, ils profitent du fait qu'il y a une clientèle captive, c'est les Français qui veulent pas utiliser ClickFunnels et pour proposer un produit qui est quand même moins qualitatif et à ce tarif-là qui est pas compétitif. Et d'ailleurs, leur Box, enfin, ils sont que sur le marché français, tu vois. Nous, on est sur le marché anglais également. On n'a pas énormément, mais on s'approche d'une centaine de clients. On a des clients aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, et on a des retours excellents. Des clients qui disent, voilà, c'est, 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 c'est- c'est mieux que ClickFunnels et c'est 10 fois moins cher. Donc là, là, cette année, le focus, c'est sur le marché anglais. Ouais. Donc, l'opportunité que tu as vue, c'était entre autres, t'avais un avant, il y a un manque de compétition pour être capable de bien répondre aux besoins. Parce que si tu as juste un joueur, tu sais, comme que tu as dit, euh, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu pensais de Aweber, mais moi, dans le temps, Aweber, je trouvais pas ça bien. Je ne l'aimais pas. Et puis, C'est clair. Mailchimp est arrivé, Active Campaign, toutes les autres logiciels, software. Il y en a un autre aussi qui est super bon. Unbounce aussi est arrivé. Donc, il y a plein de plateformes vraiment mieux. Puis maintenant, qui parle de Aweber? Personne. Personne ne recommande Aweber. Euh, C'est clair. ou quelques personnes qui veulent encore faire de l'affiliation avec eux parce que je me rappelle qu'il y avait un très, très bon programme. Tout à fait. Et ça les a énormément aidés. Euh, tu as parlé un peu de ton expérience avec l'équipe de développement marocaine. Et Ouais, puis, je pense que ce serait important qu'on parle un peu, sans vouloir nommer qui que ce soit, sans vouloir bâcher ou whatever, ouais, bien sûr. juste, c'est quoi les considérations à avoir lorsqu'on fait affaire avec une équipe technologique? Quelles sont les erreurs qui ont été faites dans ce projet-là? Et comment est-ce que tu as allumé, après 30 000 euros, de dire, OK, ça ne marche pas, on tire la plug, à place de continuer de réinvestir, puis on trouve quelqu'un d'autre? Ouais, ouais, alors ça, écoute, c'est une excellente question et c'est quelque chose qui a tellement de valeur. Tu sais, enfin, l'idée que j'ai eue, elle est pas révolutionnaire, tu vois. C'est-à-dire des gens qui ont essayé de faire la même chose sur le marché français, j'en connais quatre. Et ils ont tous échoué. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé peut-être 100 000, 200 000, 300 000 euros et à l'arrivée, ils ont eu rien du tout. Parce que, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu fais du logiciel, c'est un autre délire. C'est pas faire des formations. C'est-à-dire que la règle, c'est d'échouer. D'accord? Hmm. Et je te le confirme parce que même moi, j'ai échoué la première fois. J'ai échoué, j'ai perdu 1 an et 30 000 euros avec, voilà, avec une boîte au Maroc. Et c'est que quand j'ai trouvé les bonnes personnes que j'ai pu commencer à construire le produit.
Et ce que je veux dire, c'est très simple, c'est que déjà, 90% des développeurs, je pense qu'ils sont pas très bons. Non seulement ils sont pas très bons, mais ils pensent qu'ils sont bons, donc ils sont clairement dangereux pour la société parce que, si tu veux, ils n'ont aucune conscience du fait qu'ils sont pas compétents. Et non, bah, moi j'ai trouvé en fait j'ai trouvé un développeur en Russie. Donc il faut savoir que les développeurs russes et ukrainiens sont très très bons. C'est après je vais dire un truc. Donc en fait j'ai trouvé ce mec-là qui était vraiment très très bon, sur qui je pouvais compter. Et j'ai vu la différence avec les autres. C'est justement ce que j'avais échoué, parce qu'en fait, après les Marocains, j'étais sur Upwork, j'étais désespéré. C'est-à-dire, je prenais des mecs et je leur disais, tiens, voilà les mots de passe du serveur, aide-moi, fais ce que tu peux. Donc, j'avais un mec au Vietnam, un mec au Portugal, laisse tomber. Et j'ai trouvé ce mec, ce développeur russe, et dès le premier jour, j'ai vu la différence. Lui, il me disait, ça, c'est 2 heures. 2 heures plus tard, c'était fait. Hmm. Et les autres développeurs ils me disaient oui, mais le process de déploiement, ta. Et je leur disais écoute, je veux bien, mais moi, à la fin de la journée, ce que je veux, c'est des gens qui me trouvent des solutions et pas des problèmes. L'autre, il est dans le même contexte que toi et il y arrive. Donc, tu vois, moi, j'ai besoin d'avancer. Donc, c'est simple de toute façon. Quand tu as des prestataires, dans la vie, c'est simple. Il y a les gens qui trouvent des solutions et les gens qui trouvent des problèmes. Si tu es un entrepreneur, si tu veux avancer, je te conseille de trouver des gens qui trouvent des solutions. Parce que les gens qui trouvent des problèmes, ils vont te trouver des problèmes. Donc voilà, j'ai trouvé ce gars-là. Dès le départ, voilà, ça a accroché. Je lui ai dit, bah, tu connais pas un mec un peu comme toi? Et il m'a dit, ah bah, je bossais un peu comme toi. Et il m'a dit, ah ouais, je bossais dans une startup avec un mec à distance et tout, un freelancer, je sais qu'il est bon. Boum, on l'a recruté. Et il nous fallait un autre développeur pour l'éditeur. Et il n'y avait personne. Et il demandait autour de lui, etc. On ne trouvait pas, on ne trouvait pas. Et en fait, c'est 2 ou 3 mois plus tard, il m'a dit, ah ouais, il y a ce gars-là, j'avais parlé avec lui, il avait un boulot, mais là, il veut passer freelance, etc. Boum, on l'a recruté. Et je vais dire un truc, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais il y a vraiment il y a de la magie dans cette équipe. Il y a de la magie, c'est-à-dire on fonctionne extrêmement bien, ils sont extrêmement heureux de participer à ce projet, moi aussi. Là, j'ai rencontré un marketeur anglais qui habite à Lisbonne et il développe des applications mobiles et il me disait, ah ouais, mais toi, comment tu fais pour le produit? Tu vois, genre, tu as quelqu'un pour le produit, etc. Tu sais, sa question, elle me paraissait délirante. Bah ouais, c'est clair. C'est moi, c'est moi qui fais le produit, tu vois. Donc, enfin, peut-être plus tard, je le déléguerai ou etc. Mais si tu veux, voilà, on travaille vraiment eux et moi. Je leur dis ce que je veux et ils le font. Et on fonctionne très très bien comme ça. Et c'est vrai que ce qu'on a construit, je vais dire sincèrement, c'est extraordinaire. C'est vraiment, voilà, on a des retours des gens, c'est extraordinaire, c'est facile à utiliser, c'est intuitif, ça fait plein de choses. Je dis pas que tout est parfait, voilà, c'est pas possible. On a des bugs, des machins, etc. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne très très bien. Nous-mêmes, on l'utilise. On utilise System.io pour notre business, pour tout gérer, les pages, les tunnels de vente, les pages de paiement, les formations, l'email marketing, le programme d'affiliation. On a un programme d'affiliation qui marche très très fort, on a beaucoup d'affiliés. Et on envoie, je ne sais plus, il faudrait que je compte, mais on envoie, je crois, 5 millions d'emails par mois et actuellement, on fait à peu près 160 000 euros par mois. Hmm. Voilà. C'est excellent, ça. Félicitations. Merci. Puis tout ça, je pense, c'est quoi? C'est combien de temps que tu as System.io? 3 ou 4 ans? Bah, System.io, on l'a lancé, ça va faire 2 ans. C'est vraiment une très belle progression. Puis ce qui est le fun, c'est justement que dès le départ, le programme et le produit était bon. Euh, les gens qui l'ont essayé au début, j'ai juste eu des bons retours. Et ça, en logiciel, c'est rare justement d'avoir, je pense, une approche particulière qui fait en sorte que on n'a pas nécessairement la vision idéale du produit qui est gros comme un château,
mais qui est plein de trous dans les murs puis que l'électricité ne fonctionne pas. Mais toi, tu es vraiment parti d'un petit core très fonctionnel, pragmatique, qui répond exactement aux besoins de l'usager parce que tu étais l'usager de ce programme-là. Je veux dire, tu l'as fait à la base un peu pour toi en même temps parce que Ouais, qui bien sûr. d'autre est mieux placé que quelqu'un qui fait ça depuis 5 ans pour lancer ce Mais produit-là? je vais te dire un truc, c'est exactement ça. En fait, on- enfin, vraiment, c'est vrai que toute mon expérience que j'ai eue dans ma vie, que ce soit les livres que j'ai lus ou les erreurs, tout ce que j'ai appris, etc., ça m'a énormément aidé parce que notre approche, on a une approche très 20-80 où si tu suis sur le groupe Facebook, là, on a plus de 8000 personnes. Sur le groupe Facebook, je suis assez cash parce qu'il y a des gens qui me disent, voilà, par exemple, il y a un gars qui m'a dit, voilà, est-ce que tu pourrais rajouter un petit module, tu vois, de genre proof, tu vois, de Ouais. social proof, tu vois, genre proof, voilà, une startup américaine. Et je lui dis, bah, en fait, pourquoi tu n'installes pas Proof, quoi, tu vois, tu nous plombes, en fait, en disant ça, parce qu'on a une petite équipe, il faut qu'on fasse des choix, et on essaie de se concentrer vraiment sur l'essentiel. Et franchement, moi, je sais que on fait toujours, que ce soit moi, et j'ai la chance aussi de travailler avec une équipe qui sont extrêmement conscients de ça. On fait toujours extrêmement attention à ce que tout soit simple, tout soit facile à comprendre, tout soit intuitif. Et je vais te donner un exemple. Il y a 2 semaines, et j'ai rigolé. J'ai dit à mon équipe, on a passé 20 minutes à discuter. On voulait ajouter en fait sur la page des stats des emails, on voulait ajouter en fait une information. Et au bout de 20 minutes, je leur ai dit, mais en fait, c'est confus, quoi. It's confusing, tu vois. C'est pas une bonne idée. Donc, en fait, on l'a pas fait. On a passé 20 minutes à discuter d'ajouter un truc. Et au final, on a dit, non, mais en fait, c'est plus confusing qu'autre chose. Donc, on l'a Hmm. pas fait. Donc, on fait vraiment attention tout le temps à ce que tout soit simple, tout soit intuitif. J'ai recruté à l'époque, j'ai aussi eu, on va dire, l'audace de recruter un designer, un très bon designer, voilà, un très bon designer que j'ai recruté, qui vit à San Diego, qui a travaillé avec des grosses startups. Il a travaillé avec une startup là, qui fait de l'analytics, qui fait plusieurs dizaines de millions. Je me souviens jamais du nom, mais ils sont très connus. Qui nous a fait un super beau design. Voilà, ça, j'ai investi, tu vois, avec l'intégrateur, ça m'a coûté 20 000 euros. C'était un pari à l'époque. Bah, aujourd'hui, je suis bien content de l'avoir fait. Donc voilà, on essaie vraiment toujours que tout soit simple. Et ouais, c'est un plaisir. C'est, Parce que ceci explique cela, ouais. ce que je vois que là-dedans qui est intéressant, c'est qu'un designer, contrairement à un programmeur, c'est que c'est facile de voir la qualité du travail qu'il donne. Tu peux regarder son portfolio, soit les maquettes, dans le recrutement d'une équipe technologique, c'est un autre paire de manches parce que même si la personne te montre un logiciel, tu n'en as aucune idée de la qualité du code en arrière. Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça plante? Est-ce qu'il y a des bugs? Who knows? Et c'est beaucoup plus difficile d'évaluer la qualité du code de quelqu'un. Puis moi, je pense que ta stratégie de dire quand tu en trouves un bon, real recognize real. Quelqu'un qui est compétent reconnaît d'autres personnes compétentes. Ouais, c'est ça. Fait que d'aller chercher cette personne-là. Et toi, ce développeur-là en Russie, est-ce que tu l'as tout de suite engagé à temps plein dans ton équipe ou il était freelance? Comment est-ce que ça s'est passé, cette relation-là? Non, alors mes développeurs, ils sont freelance, tous. OK. De toute façon, dans ma boîte, si tu veux, tout le monde est à distance. Aujourd'hui, j'ai, je sais pas, une quinzaine de personnes. Tout le monde est à distance et tout le monde est freelance. Et voilà, tout le monde est entrepreneur en fait. Et ça se passe très bien comme ça. Mes développeurs, je suis allé les voir en Russie en 2018. Ils sont venus au Portugal il y a 6 mois, donc en 2019. Mais voilà, c'est même pas nécessaire qu'on se rencontre. On travaille à distance et franchement, voilà, ils sont hyper contents. Je les ai augmentés de manière assez conséquente parce que voilà, ils le méritent. Et puis bon, bah, on fait aussi plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, l'idée c'est, il y a tout un travail de management. Enfin, tu vois, c'est des détails. Je sais pas, encore une fois, tu vois, quand je te parle de magie, c'est vraiment the devil is in the details. Tu vois, tu as des choses, par exemple, on a 3 icônes dans Slack, 3 emojis, pardon, qui représentent en fait que c'est un peu notre code. C'est le bras comme ça, c'est la force. Le loup parce il est intelligent et la fusée parce que c'est la vitesse, tu vois. Et je sais que de temps en temps, je leur mets ces 3 icônes
Et ça veut dire, voilà, oubliez pas les gars, on est dans la même équipe, on fait des trucs de dingue, ça nous représente. Donc voilà, c'est vraiment des choses on peut en rigoler, on peut se dire que c'est bateau, mais c'est du management. Je sais que mon travail, c'est aussi voilà, de manager aujourd'hui une quinzaine de personnes, et notamment ces développeurs, et de les écouter, de faire en sorte qu'ils soient contents et qu'ils s'épanouissent. Et voilà, donc c'est une belle aventure. Franchement, je suis vraiment très très content. C'est cool et j'espère que ça peut inspirer des gens à faire pareil. C'est sûr que c'est difficile, mais voilà, Puis au le niveau travail du, en vaut la peine. je t'entends parler un petit peu de management depuis tantôt. Et puis, quand on passe de faire des formations en ligne à engager une équipe, gérer un projet, la gestion de projet, la gestion de personnel, c'est pas du tout pareil. C'est le jour et la nuit. Euh, Toi, est-ce que c'est quelque chose qui naturellement, tu avais une certaine compétence avec. Est-ce que tu es une personne qui est naturellement organisée, qui est naturellement orientée vers les gens? C'est quoi ton style de gestion? Et qu'est-ce que tu as fait pour peut-être te mettre à jour ou t'informer ou les livres que tu as lus ou l'approche que tu prends, la philosophie que tu as face à ça? Ouais, non, c'est une super question. En fait, si tu veux, moi à l'époque, quand je vendais des formations en 2014, enfin, assez tôt, j'ai commencé à staffer. Mais pas énormément. Mais tu vois, par exemple, en 2015, enfin 2014-2015, j'avais 4 personnes, 4 jeunes qui travaillaient pour moi à temps plein. Et honnêtement, il y en avait deux, c'était pas du tout rentable, quoi. Ça servait à rien. Mhm. Donc, si tu veux, c'est un petit peu quelque chose que j'ai appris, où en fait, c'est pas parce que tu as plus de personnes que tu vas produire plus. Donc ça, c'est hyper important de le savoir, puisque tu peux perdre énormément d'argent, tu peux gaspiller énormément d'argent quand tu es entrepreneur en disant, bah voilà, bah, je vais recruter 10 personnes, puis en fait, bah, tu recrutes 10 personnes voilà, qui parlent entre eux, qui machin, mais au final, il n'y a pas de résultat concret. Donc c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. C'est pour ça que nous, on est structuré de manière, on essaye d'être hyper efficace au niveau de l'optimisation des coûts. C'est-à-dire que voilà, les développeurs, on a une toute petite équipe de développeurs, on essaie de se concentrer sur l'essentiel. Après, il y a des choses qu'on est obligé de scaler, par exemple le support client. Le support client, aujourd'hui, pour nous, c'est une vraie problématique parce que c'est difficile de trouver des personnes qui sont compétentes. Donc là, en fait, on est en train de devenir meilleur pour recruter. En fait, j'ai une personne de l'équipe que j'ai formée sur une méthode de recrutement. Donc, il y a un livre. C'est une excellente approche. Ça s'appelle DA Method for Hiring ou un truc comme ça. Enfin, quand tu vas dans Amazon, Human Resources, c'est le livre numéro un. Je crois que ça s'appelle Who, DA Method for Hiring ou un truc comme ça. Donc, voilà, c'est assez facile à trouver. Et donc, j'ai lu le livre, je me suis dit, waouh, it makes sense, big time. Donc, j'ai filé le livre à mon assistant et aujourd'hui, c'est la méthode qu'on utilise pour recruter des gens. Donc, on essaie de devenir meilleur pour recruter. Moi, mon approche, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est quand même important, tu as parlé d'introduction en bourse, de choses comme ça. Moi, j'adore ce que je fais. Et si demain, on me proposait un chèque énorme et que je l'acceptais, je serais dégoûté, tu vois. Donc, moi, ma stratégie, c'est euh, d'être, voilà, de bien gérer mon argent pour ne pas avoir besoin de l'argent de ma société pour me permettre de faire ce que je veux, c'est-à-dire de ne pas avoir d'actionnaire, de ne pas avoir à lever de fonds, de ne pas machin, etc. Pour développer la société, développer les gens qui sont dans la société, qui soient contents d'être dans cette aventure, tu vois. Et toujours dans cette approche patrimoniale, de développer la société comme un asset, c'est-à-dire de développer la valorisation de la société. Voilà. Hmm. Mais Et puis, sans se stresser à lever des fonds, etc. ouais. Machin, voilà. Ça, c'est une autre approche qui est complètement différente. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le marché peut changer entre la première ronde de financement puis ta troisième ronde de financement, entre la startup puis la scale-up. Et ce qui va arriver, c'est que là, tu es rendu dans un landscape compétitif, dans un marché économique qui est complètement différent de ce que ton pitch de vente a changé radicalement. Et là, il faut que tu vendes à tes investisseurs cette nouvelle vision d'entreprise-là. Et là, il va y avoir des gens qui ont dit non, non, moi, c'est pas pour ça que j'ai mis de l'argent dans la première ronde. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec mon cash? Puis là, tu as des comptes à rendre. Et
tu sais plus trop où te mettre. Tu es comme entre l'arbre et l'écorce à cause justement que tu es sur une laisse avec cet argent-là que tu as pris de certaines personnes. Donc, tant que tu es capable de ne pas prendre d'argent, moi, je suis de l'avis qu'il ne faut pas que tu en prennes. Ceci étant dit, tu vas avoir d'autres entrepreneurs comme Reid Hoffman, qui a un excellent podcast, que lui, il va dire, bon, je pense que c'est important justement de lever de l'argent, puis de lever beaucoup d'argent, puis plus d'argent que ce que tu penses que tu as besoin. C'est des approches complètement différentes. La tienne, je pense qu'elle demande plus de la tienne, puis la mienne aussi, parce que c'est la philosophie que j'ai. Je pense que ça demande beaucoup de travail, tu as beaucoup de pression sur les épaules, tu as beaucoup de... à cause que c'est ton argent, dans le fond, à cause que c'est toi. Fait que c'est toi qui dois mettre ta propre pression, alors que dans l'autre scénario, si tu as des résultats, le monde est content, mais tu ne joues pas avec ton argent. Mais tu as moins de résultats parce que c'est pas ton argent. Fait que Alors, c'est plus de ressources. C'est ton argent quand même parce que tu es un des actionnaires de la société et clairement, tu veux développer la valorisation de la société. Ouais. Donc, mais c'est marrant que tu cites Reid Hoffman parce que je suis justement en train de lire un de ses livres. Là, je suis en train de lire Blitzscaling. Ouais, Et, excellent livre. ouais, excellent livre. Mais bon, c'est marrant parce que moi, je pense le contraire. Je pense que j'ai moins de pression dans ma situation. Tu vois? Parce que tu as plus de pression quand tu as des actionnaires, quand tu as des VC et que tu as des comptes à rendre. Tu vois? Parce que tu t'engages sur les objectifs. Moi, demain, parce que tu parlais d'Aweber, mais Aweber, je ne connais pas l'histoire exactement, mais Aweber, je pense que le fondateur, il fait 20 millions par an. Il prend, je sais pas, peut-être 1 ou 2 millions de résultats nets et il en a rien à foutre, tu vois? Donc, je trouve ça dommage, moi, personnellement, qu'un produit comme ça, il évolue plus. Je suis beaucoup plus inspiré par exemple, ActiveCampaign, où clairement, il y a une volonté de faire évoluer le produit, le design, le marketing, et waouh, c'est excitant. Mais non, moi, je trouve que c'est justement je trouve que le chemin que je choisis, c'est justement un des chemins les moins stressants, parce qu'en fait, j'ai de compte à rendre à personne, en fait. Tu vois, pour moi, c'est plus de liberté, plus de, voilà, si j'ai envie de travailler, tu vois, si j'ai envie de partir 2 mois en voyage et de travailler 1 heure par jour avec mon laptop, voilà, quoi, je le fais. Donc, moi, je préfère cette approche. Je trouve que c'est Ouais. moins stressant. Je trouve que c'est intéressant justement que tu prennes ActiveCampaign comme exemple, parce que ça, c'est le genre d'entreprise que c'est une entreprise qui s'est bootstrappée, donc ils n'ont pas pris de financement à la base. Ils ont amené ça à plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et je pense que ça fait 2 ans que là, ils ont Ouais, fait une ils ont levé des série. fonds. Ils ont levé des fonds pour la première fois, mais ils ont levé des fonds dans une situation où il n'y avait pas besoin de lever de fonds. Fait qu'ils ont comme une espèce de modèle hybride entre les deux, où tu es très confortable, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller chercher de l'argent, mais si tu veux accélérer ta courbe de croissance, tu peux aller chercher des partenaires stratégiques. Mais alors, est-ce que tu sais pourquoi ils ont levé des fonds? Parce que pour moi, c'est une énigme. Quand j'ai découvert ça, j'étais sur le cul, parce que quand ils ont levé des fonds, je crois qu'ils étaient à 30 millions, 30 ou 40 millions de chiffre d'affaires annuel. Donc, ça me dépasse. Oui, mais dans le fond, ActiveCampaign, ils voulaient moderniser un peu leur approche. Là, ils ont commencé à introduire des éléments de machine learning, l'envoi prédictif, être capable de de grossir l'espèce de segment CRM pour être capable d'évaluer la valeur d'un client, tout ce qui est le tracking sur le site Internet. Donc, je pense qu'il s'est passé avec eux, je ne sais pas, je spécule bien sûr, c'est qu'ils ont vu un peu le landscape technologique changer et ils se sont dit, faudrait qu'on se mette en avant de la courbe. C'est pour ça qu'ils ont fait ce move-là. Parce qu'il n'y en avait pas de besoin, bien honnêtement. Il aurait pu continuer comme il était. Ok. Puis en Ouais, même parce temps, que peut-être que peut-être que le CEO, il voulait avoir un petit exit. Peut-être qu'il s'est liquidé un peu, il a pris de l'argent, il s'est mis ça dans ses poches, puis il était bien heureux. Mais il reste quand même majoritaire, j'imagine. ouais. D'accord. Non, parce que j'ai découvert ça il y a pas très longtemps et ça m'a vraiment surpris. En attendant, ils ont fait une belle croissance parce que c'était il y a 2 ans et là, je crois qu'ils sont à 70 millions maintenant. Ah, j'avais pas regardé justement l'impact que ça avait eu sur leur truc, mais ouais, c'est ça, c'est sûr. Puis moi, en tant qu'affilié pour ActiveCampaign, ils ont aussi beaucoup travaillé sur leur programme d'affiliation. Ils ont mis des campaign managers, ils ont fait du outreach à tous leurs affiliés, ils ont fait fait qu'ils ont définitivement engagé plus de personnel pour être capable D'accord. Ouais. de faire grossir leur business. J'ai remarqué aussi que la rapidité de leur plateforme s'est nettement améliorée. Moi, quand je suis rentré sur ActiveCampaign,
J'avais des temps de chargement qui pouvaient aller de 10 à 20 secondes. Maintenant, c'est super rapide. J'ai eu des bugs aussi au niveau de la délivrabilité pendant un certain temps. Là, j'en ai plus. Donc, je pense qu'ils ont travaillé quand même fort D'accord. sur les fondamentaux, puis sur la vision à long terme Ok, stratégique. Mais cool. c'est cool, c'est parce que juste le fait de se dire cette business-là, tu es capable d'arriver à justement 30 millions de chiffre d'affaires en se bootstrappant, c'est wow! Je veux dire, c'est fantastique. Une autre étude de cas vraiment cool, c'est celle de Nathan Barry avec ConvertKit, que c'est dans l'envoi de email pour les bloggers. Et c'est un petit peu la même histoire que toi. Lui, il n'a pas le volet cours en ligne. C'est vraiment juste une alternative à MailChimp. Ouais. Mais même principe encore. Super de belle croissance, bootstrappé. Et ça vient d'un entrepreneur dans le domaine qui était tanné, en fait, des solutions euh, trop compliquées, pas adaptées, qui ne fitaient pas dans sa vision de qu'est-ce que devrait être un logiciel d'automation marketing. C'est intéressant. Mais Nathan Barry, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré. En fait, ils sont passés en un an et demi de 5 000 $ par mois à 500 000 $ par mois. Donc, c'est une dinguerie. Et moi, j'écoutais des podcasts, je suivais ça, etc. Et ça m'a énormément incité à lancer mon business parce que je me suis dit, voilà, c'est simple. On va être en concurrence avec des boîtes qui font à l'époque, c'était voilà, entre 5 et 100 millions. Et si on est mauvais, on fera 3 millions, tu vois. C'était vraiment ce que je me suis dit. C'est pas autre chose, hein. Et en fait, Nathan Barry, donc je sais exactement comment ils ont fait. J'ai écouté tellement d'interviews de ce mec-là, c'est un truc de dingue. Et j'ai justement le responsable de la croissance qui a testé System.io et qui m'a dit c'est une bombe. Et en fait, on commence à travailler ensemble. Donc, il est plus chez ConvertKit, il est sur d'autres projets, il est directeur chez Copyblogger, etc. Et on commence à travailler ensemble dans quelques jours. Il va nous coacher, en fait, il va nous mentorer sur la croissance sur le marché US. Ouais, lui, je pense qu'il avait travaillé chez Fizzle avant de passer chez ConvertKit. C'est quoi son nom, là? Darrell Westerfeld, OK, non, moi, c'est un autre qui avait eu le même poste chez, euh, chez chez ConvertKit. ConvertKit. Ouais. Mais moi, même principe aussi, là, je veux dire, quand il a lancé son livre, c'est la façon qu'il a pricé son livre. Ça m'a énormément inspiré quand j'ai fait mes formations en ligne. Fait que je pense que c'est quand même cool de voir que les études de cas qui nous ont inspirés euh, du côté des Américains, ben là, maintenant, comme quelques années plus tard, dans la francophonie, dans les entrepreneurs qui partagent notre culture, on commence justement à avoir des études de cas inspirantes comme la tienne, on a plusieurs marketeurs au Québec qui ont des startups aussi super intéressantes, qui font en sorte que là, maintenant, on a des histoires qui permettent justement aux gens qui ne sont pas nécessairement bilingues ou qui ne vibent pas nécessairement le contenu américain, parce que le contenu américain est beaucoup plus, je ne sais pas c'est comme en France, mais c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus money first qu'au Québec. Au Québec, on est un peu plus socialiste dans notre entrepreneuriat. On va D'accord. vanter les mérites de l'entrepreneuriat social avant tout, alors qu'aux États-Unis, ça, je suis quand même curieux de t'entendre là-dessus parce que à Silicon Valley, sont tous démocrates. C'est des entreprises qui sont des social justice warriors, qui sont tous un petit peu hippies sur les bords. Mais au final, c'est des shareholders qui sont incorporés dans des paradis fiscaux. Ouais. Ouais. C'est comme. Non, mais moi, j'ai pas d'avis spécialement là-dedans. Enfin, moi, je suis un gros fan des États-Unis parce que voilà, je pense qu'on a tous été énormément Ouais, inspirés, tu ouais. vois, par toute la culture. Voilà, moi, j'ai appris l'anglais tout seul quand j'avais 24 ans et je regardais des films, des séries, etc. Après, voilà, ils ont la chance d'avoir un pays magnifique avec énormément de paysages, de choses à visiter. Après, voilà, je trouve que c'est une société où il y a énormément de violence, etc. Je pense qu'au Canada, vous avez vraiment l'intelligence d'être beaucoup plus intelligent justement dans vos décisions et dans votre façon de vivre. Donc, non, chacun essaye de faire ce qu'il veut. Moi, je sais que c'est pas, enfin, quand on est entrepreneur, on a aussi des questions éthiques qui se posent, tu vois. C'est pas qu'une question d'argent. Mhm. Moi, j'essaie de faire les choses bien, que tout le monde soit content, de payer ce que je dois, de tenir mes promesses et voilà, d'avoir une vision sur le long terme. Euh,
moi, je dis toujours aux gens dans mon équipe, voilà, si vous êtes bons, si vous trouvez des solutions, bah, vous allez gagner plus. Et puis à côté de ça, il y a des gens, voilà, qui sont pas très bons, bah, on essaie de faire en sorte que on les incite pas à rester, quoi. Mais c'est non, mais c'est vrai. Je sais, puis justement, peut-être, t'entends un peu là-dessus. T'as parlé tantôt de justement avec les développeurs, et des développeurs qui t'arrivent avec des problèmes et des gens qui t'arrivent avec des solutions. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le podcast de justement parler avec des entrepreneurs et qui me disent la différence entre un entrepreneur et une personne qui n'est pas un entrepreneur ou un entrepreneur qui va avoir du succès puis un entrepreneur qui n'aura pas du succès, c'est quand il arrive un pépin, là, quand il arrive un blocage sur la route, est-ce que tu es le genre de personne qui est comme ah, la vie, c'est de la merde, ça ne marchera pas, puis qui est justement en mode il y a des problèmes, puis qui se concentre sur le problème, ou plutôt qui voit l'opportunité derrière le problème et qui se concentre sur la solution qui va lui permettre d'avoir un retour sur le temps qu'il investit Mais à régler le problème. Tu sais. non, moi, je trouve que moi, je suis vraiment, je sais pas, je suis passionné par l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est une école de la vie, c'est assez extraordinaire. Quand tu vois un problème, évidemment, la première approche, c'est souvent de se dire, ah bah merde, tu vois, ça fait chier, etc. Mais souvent, enfin, on se rend compte que nos problèmes et nos problèmes les plus graves nous ont poussés, tu vois, à trouver des solutions qui nous ont rendus plus forts. Ou voilà. Moi, j'ai été victime d'un piratage, d'un bad buzz, etc. Fin 2012. Enfin, je sais pas, ou voilà, je pense que tu sais, il y a cette espèce de fable où tu as le mec là qui a son fils qui est appelé à l'armée. Alors, enfin, je sais pas où Ouais, habite, ouais, ouais. mais tu as cette fable-là. Et en fait, et c'est un petit peu, voilà, l'idée, c'est que quand tu as une nouvelle, bah, il y a du bon, il y a du mauvais. Et ce qui est mauvais, bah, peut-être que quelque part, un jour, ce sera du bon. Mais souvent, en tout cas, je pense que quand on est entrepreneur, il faut comprendre que l'adversité, c'est quelque chose aussi qui te pousse à être meilleur. Tu vois, quand t'as pas beaucoup d'argent, bah, faut être créatif, faut trouver des solutions. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes, voilà, si vous êtes en mode, bah ouais, ils sont gentils, eux, mais moi, qu'est-ce que je fais? J'ai un taf, j'essaie de joindre les deux bouts, je voudrais lancer mon business. Bah ouais, bah écoute, essaie de le prendre comme un jeu. Tu vois, la vie, c'est difficile. La vie, c'est difficile. Donc, essaye d'être malin, de suivre des gens qui réussissent, de lire des livres, de te former, d'écouter, d'apprendre, de faire des tests, essayer de gagner plus, tu vois, dans ton boulot, parce que c'est possible. Et si ça marche pas dans ton boulot, bah, tu trouves un autre boulot. Mais c'est, voilà, essaye d'apprendre une nouvelle langue. Si tu parles pas anglais, bah, évidemment, voilà, essaye d'apprendre l'anglais, c'est pas très compliqué. Il y a plein de choses à faire, mais c'est toujours l'adversité doit te pousser à trouver des solutions et à devenir meilleur. Et je veux dire sincèrement, nous, on recrute des gens. C'est oh, voilà, tout le monde veut gagner de l'argent, etc. Ouais, mais les mecs, mais bougez-vous aussi, quoi. Faites des choses. Enfin, quand je vois le niveau, c'est quand même, ça vole pas très très haut, quoi. Donc, Puis justement, faut... quand tu recrutes, c'est quoi le message que tu aurais à donner, mettons, aux gens qui veulent démontrer à un entrepreneur? Parce qu'il faut que tu sois en position de gérer une équipe pour être capable de savoir qu'est-ce qui est important pour un gestionnaire d'équipe. Fait que pour toi, c'est quoi les signaux qu'une personne peut t'envoyer ou te démontrer pour justement te dire que ça, c'est une personne qui est orientée, qui est positive, orientée vers les solutions, puis qui est proactive, puis qui va avoir un bon ROI sur le salaire que tu lui payes? Non, mais c'est vraiment, c'est toujours l'histoire des solutions et des problèmes. Là, je vois, je travaille avec un petit jeune. Au départ, je l'ai recruté pour être rédacteur. Tu vois, lui, il est étudiant en école de commerce en France. Et petit à petit, voilà, comme si tu veux, le gars, il est carré. Je lui demande un truc, il me répond. Je lui demande de faire un truc, il le fait. Tu vois, il répond rapidement. Et du coup, bah, je lui ai confié de plus en plus de responsabilités. Je lui ai dit, OK, bah, maintenant, on va travailler ensemble pour que tu fasses des liens. Tu vois, donc il a commencé à faire des liens, il a fait des liens. Maintenant, on travaille sur le marché anglais ensemble. Donc, on contacte des influenceurs pour faire des partenariats, etc. Et franchement, voilà, je trouve qu'il fait du super travail. Et ces temps-ci, je me disais, voilà, j'ai envie de lui dire, écoute, si un jour tu lances ton business, moi, je serais prêt à, tu vois, à investir pour te permettre de lancer un truc parce que voilà, j'aime ce que tu fais, j'aime ta manière de faire. Et je me faisais cette réflexion, je me disais, mais c'est un gars, euh, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il est, bon, il a ses études, etc. Donc voilà, il n'est pas tout le temps disponible, il n'est pas à temps plein, il fait ça quand il veut. Il travaille voilà, peut-être 1 heure ou 2 par jour maximum. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il aime ce qu'il fait, tu Hmm. vois.
Et je pense que c'est un facteur important. Je pense qu'on peut être vraiment bon que dans quelque chose qu'on aime. Et il faut trouver les gens qui aiment ce qu'ils font. Donc, après, voilà, c'est juste de voir si les gens, bah, est-ce qu'ils sont passionnés, est-ce qu'ils sont investis, est-ce qu'ils sont souvent dispo, est-ce que pour eux, c'est du travail, c'est une galère, ils le subissent, ou alors est-ce que justement, ils s'éclatent et ils ont envie de le faire et spontanément d'eux-mêmes. Ça, déjà, en fait, je pense que c'est la base. Puis après, c'est des choses beaucoup plus terre à terre. Voilà, est-ce qu'ils communiquent bien? Est-ce que, tu vois, il suit les projets tout seul? Est-ce qu'il est autonome? Etc., etc., quoi. Puis, ça, c'est difficile à. Parce que souvent, moi, je me mets en place des gens, puis tu sais, quand tu es en mode recrutement, tu as besoin de ressources humaines maintenant. C'est comme, ça me prend une ressource, go, tu sais. Puis là, tu prends une personne, tu essaies de la prendre à temps plein tout de suite. Et de ce que j'entends de toi, c'est vraiment plus d'y aller étape par étape, d'être toujours en mode recrutement et de toujours être en train d'essayer de retrouver ce genre de personnes-là, de les prendre peut-être à contrat pour des petits mandats, les tester, et puis scale up from there, ou je me trompe? Non, mais c'est ça, c'est ça. Et tu sais, je veux dire un truc là, je te parlais du support où vraiment on a galéré, c'est-à-dire qu'on a fait, parce qu'on voilà, on manquait d'expérience, etc. On a recruté des personnes au support qui étaient vraiment pas bonnes. On s'en est rendu compte après, et du coup, voilà. Donc là, effectivement, on est passé en mode où j'ai la personne de mon équipe, toutes les semaines, il essaye, il passe des annonces, etc. Et il essaie d'avoir des candidats, parce qu'en fait, c'est la méthode voilà, qui est dans le livre, c'est que bah, il faut toujours avoir un flux de candidats. Et en fait, c'est quand tu as besoin de recruter, bah, c'est entre guillemets, c'est trop tard, quoi. Donc, il faut s'y prendre avant. Donc, l'idée, c'est d'avoir toujours un flux de candidats comme ça parce que plus tu as de candidats, plus tu peux être sélectif. Et franchement, là, je te dis, quand je vois les startups, etc., qui grossissent de manière énorme, je me dis, mais je pense qu'au niveau de l'efficacité, euh, ça va pas être quand même très fort parce que c'est dur de recruter des personnes vraiment bonnes. Et franchement, je préfère recruter personne que recruter quelqu'un voilà, de recruter un boulet, quoi. Donc, voilà, moi, je préfère avoir cette approche d'y aller doucement. Et c'est aussi des erreurs, c'est comme ça qu'on a appris, mais vraiment d'y aller doucement, de recruter doucement et de faire évoluer les personnes. Et moi, j'ai quelqu'un qui a commencé au support et aujourd'hui, chez nous, il est coach, tu vois, il gère des clients, il a même son petit business à côté. Enfin, voilà, quoi, c'est une vraie success story et c'est possible, mais il faut que les gens fassent leurs preuves. Il faut qu'ils rentrent avec un petit truc. Et moi, j'attends que ça de leur donner du travail parce que du travail, on en a largement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais tout le monde peut rentrer. À la limite, le diplôme, j'en ai rien à foutre. Le diplôme, le pays, l'âge, tu vois, rien à foutre, quoi. Tout le monde peut réussir. C'est aussi un conseil. Voilà, si au niveau professionnel, vous trouvez que vous galérez, d'une, bah, remettez-vous en question. Parce que moi, j'ai été salarié pas longtemps, tu vois, 2-3 ans après mon diplôme. Mais j'ai vu que il y avait des collègues, ils se remettaient jamais en question, donc ils avaient jamais tort. Ah ouais, mais du coup, ils progressaient pas, quoi. Tu vois, ils étaient dans leur bulle, quoi. Donc, tu voyais, c'était un peu l'ermite dans son bureau. Donc, si vous progressez pas au niveau professionnel, premièrement, remettez-vous en question. C'est-à-dire, voilà, est-ce que vraiment vous êtes indispensable? Si vous n'êtes pas indispensable, rendez-vous indispensable, développez vos compétences. Est-ce que vraiment, voilà, tout est parfait, tout est nickel? Peut-être que non. Il faut commencer par là. Et deuxièmement, bah, aller travailler dans une boîte peut-être où il y a plus de perspectives d'évolution. Nous, on est une boîte où on a fait 2 années de suite, on a fait 100% de croissance. Donc évidemment, bah, quand on a des gens qui rentrent, ils ont l'opportunité de prendre des responsabilités et de faire des choses intéressantes et de s'éclater. En plus, c'est plus intéressant de bosser dans une boîte comme ça que de bosser dans une grosse boîte, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est des très bons conseils, puis je pense que tout le monde qui c'est un très bon conseil autant pour l'employé que pour l'employeur. Tu sais, je veux dire, euh, tous les entrepreneurs passent par ce stade-là, qui est la gestion d'équipe, le recrutement et la gestion de projet et essayer de trouver et qui se rend compte justement de ce que tu as mentionné tantôt, que j'ai trouvé très, très bien dit d'ailleurs. Euh, c'est pas à cause que tu fais x10 sur ton personnel que tu fais x10 sur ton C'est efficacité. clair. Engager plus de gens ne va pas te rendre plus productif, même au contraire. Tu sais, puis de dire j'aime mieux ne pas engager un boulet, pas engager personne que d'engager un boulet. Tu sais, c'est un très bon conseil. Il faut faire attention à la culture d'entreprise, il faut faire attention à. Et c'est pas, c'est difficile, surtout si c'est pas nécessairement tes intérêts. Peut-être trouver quelqu'un
euh, pour qui ça le passionne, ce genre de choses-là, et de partir de là. Et du côté de l'employé, de dire si ta carrière avance pas, effectivement, il y a peut-être un problème là aussi. Si tu stagnes depuis 10 ans, peut-être que tu te remettes en question. Deux derniers sujets que j'aimerais qu'on aborde ensemble dans cette conversation, c'est de un, comment est-ce que tu es capable d'aller chercher la croissance avec System.io? C'était quoi tes stratégies principales? Et de deux, comment est-ce que tu gères tes opérations? C'est quoi les trucs que tu as, les logiciels que tu utilises? Tu as mentionné Slack. Moi, je propose qu'on commence sur ce point-là parce qu'on est déjà en train de parler justement de l'équipe. Je te laisse aller là-dessus. C'est quoi tes meilleurs trucs pour être capable de faire la gestion de ton entreprise? Ah bah, Slack, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un excellent logiciel. C'est ce qu'on utilise pour tout et c'est à peu près tout, en fait. OK. Toutes les communications, sont là-dedans. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, après, tu as les emails, mais en interne, on utilise tous, Slack, quoi. OK. Et puis au niveau, est-ce que vous avez Asana? Est-ce que vous avez Monday, logiciel de gestion de Non, on n'utilise tâches? pas ces trucs-là. On utilise Trello pour certains aspects. Par exemple, voilà, on fait des webinars avec des affiliés. Donc là, on a mis en place un Trello où en fait, on a voilà, idée de webinar, enfin, idée de partenaire en cours, etc. Enfin, ce genre de voilà, typique de Trello. Mais bon, on l'utilise que pour quelques trucs. Mes développeurs, je sais qu'ils utilisent, je crois, GitHub, Mhm. mais je suis même pas sûr. Donc, non, 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 on n'a pas de, tu vois, par exemple, au niveau du développement, on n'a pas le planning en fait. Hmm. C'est-à-dire que mes développeurs, on leur dit, voilà, bah, je leur dis, bah voilà, les priorités, c'est de faire ça, ça et ça, tu vois. Et eux, on négocie parce qu'eux, ils me disent, là, par exemple, surtout que là, on commence à vraiment avoir une grosse application. Ils me disent, bah voilà, au niveau technique, il faudrait qu'on fasse ça, tu vois, genre qu'on mette à jour Symfony, je sais pas quoi, machin. Donc, non, on n'a pas niveau gestion. Après, c'est vrai qu'on est une petite boîte, donc on manque un peu de structure. Je sais qu'il y a des choses qui avancent pas, notamment le lancement des formations en anglais, ça avance pas beaucoup parce que justement, bah, ça repose sur moi et que moi, au quotidien, je suis sur d'autres choses. Donc voilà, il y a des choses qui avancent pas à cause de ça, mais dans l'ensemble, ça avance plutôt bien. Tu as parlé de la croissance. Bah, en fait, l'idée, c'est que déjà, à la base, on a une offre, on a un produit qui est bon et on a une offre qui est très, très bonne. Puisque bah, avant, il fallait payer voilà, 97 $, 97 euros avec d'autres logiciels. System.io, ça commence à 27 euros. Et c'est marrant parce que c'est moins cher. Donc au départ, tu vois, dans leur tête, les gens ils disent ouais, c'est moins cher, donc c'est moins bien. Hmm. Ce qui est un peu, ce qui a, spontanément, je te dirais, c'est un peu idiot. Mais en fait, non, ça a du sens puisque bah, quand tu construis des choses, en général, voilà, une voiture chère, c'est parce qu'elle a coûté plus cher à construire. Ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, hein. Tu prends Porsche, Porsche, ils font, je crois, c'est 40% de marge brute sur les Porsche qui sont vendus. Mais quand tu vends un produit virtuel, que ce soit une formation, que ce soit du logiciel, une fois que tu l'as créé, que tu le vendes à 10 personnes ou à 1000 personnes, ça te coûte quasiment la même chose. Donc voilà, nous, on est déjà profitable. Donc c'est pour ça que System.io est super accessible. Donc le fait déjà d'avoir une offre qui soit, tu vois, d'avoir un bon produit, d'avoir une offre qui soit intéressante, déjà en soi, enfin, c'est quand même quelque chose d'utile. Voilà, on ne va pas se leurrer. Après, nous, notre croissance, elle repose beaucoup sur notre programme d'affiliation. Dans System.io, il faut savoir un truc, c'est que on a une technologie, on utilise notre propre technologie pour gérer l'affiliation. Et en fait, tous les gens qui s'inscrivent sur ma liste email, ce sont des affiliés. C'est-à-dire qu'ils ont un identifiant affilié. Et je peux leur envoyer par email automatiquement leur lien affilié, le lien vers leur tableau de bord affilié. Donc, je ne dis pas qu'il y a de la viralité, mais tu vois, clairement, tu vois bien que bah, tu as les gens qui rentrent dans notre système, euh, bah, ils peuvent devenir affiliés et nous recommander d'autres personnes. Donc aujourd'hui, notre programme d'affiliation, c'est vraiment le moteur de notre croissance avec peu de gros affiliés. Il faut savoir que System.io, enfin, aujourd'hui, je pense que sur le marché français, on a à peu près 50% de clients en plus que ClickFunnels sur le marché français, hein. Et que, voilà. Et alors que les plus gros influenceurs ne nous recommandent pas. Ah ouais.
On a quelques affiliés voilà, qui gagnent, voilà, qui font plus de 5 000 € par mois. Mais en général, c'est plutôt des profils affiliés Mhm. et des gens qui font que de l'affiliation. Mais sinon, on a inventé la longue traîne de l'affiliation où on a des tonnes d'affiliés qui gagnent voilà, quelques centaines d'euros par mois. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant parce que justement, c'est quelque chose que j'ai assez développé la dernière fois qu'on avait parlé. Oui, Euh, je me souviens. Justement, je suis en train là, de travailler là-dessus. C'est ma résolution pour cette année d'accomplir exactement la même chose que toi, tu as réussi à accomplir avec System.io, puis d'avoir plein de démocratiser un petit peu l'affiliation, de rendre ça facile, simple, efficace, avec un bon tracking, des commissions qui sont faciles à avoir, qui sont généreuses, qui sont le fun. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait la promotion de 2 formations sur System.io et puis ça s'est très, très bien passé. En tant qu'affilié, l'expérience est plaisante. Fait que ça, Cool. après ma barre, c'est très cool parce que souvent, on s'entend que bon, les grosses régies d'affiliation, à la ClickBank, à la Share a Sale, à la Commission Junction, personnellement, je n'aime pas. Je déteste ça. Euh, la seule plateforme d'affiliation que je trouve qui va bien, elle ne paye pas beaucoup, c'est celle d'Amazon. Euh, Ouais. mais c'est tout. T'sais. Fait que c'est intéressant que ce soit justement ton principal vecteur de croissance et parce que c'est nouveau. À, au niveau de la pub Facebook, au niveau de la pub AdWords, est-ce que c'est quelque chose où tu as investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent ou pas du Ouais, tout? alors la pub Facebook, j'ai investi beaucoup d'argent et ça a pas marché. J'ai testé style 4 ou 5 mecs différents et j'ai perdu une fortune. Donc, si tu veux, le truc, c'est quoi? Il y a un des principes en stratégie d'entreprise, c'est d'être focus. On ne peut pas être bon partout. Mhm. Donc, aujourd'hui, on n'a pas la taille pour recruter en interne quelqu'un qui fasse que de la publicité. Voilà, j'ai passé du temps avec des prestataires et j'ai pas été satisfait. Enfin, voilà, j'ai même le dernier, j'ai été vraiment échaudé, on peut le dire, en anglais pour le marché anglais. Ça m'a vraiment bien saoulé. Donc aujourd'hui, on a des affiliés qui font de la publicité. Nous, ce qu'on préfère, c'est se concentrer sur le produit, sur le programme d'affiliation, et on laisse les affiliés faire de la publicité, générer du trafic. Mhm. Je pense que c'est une très bonne stratégie. Euh, Dernière question pour terminer tout ça. Bien sûr, on en a déjà discuté au préalable. On va faire un Facebook Live éventuellement sur justement le lancement d'un cours en ligne pour tous ceux qui se disent, bon, ben là, vous avez parlé de System.io, mais vous n'avez pas parlé de à quoi ça sert, puis comment l'utiliser, puis comment être capable de faire de l'argent avec ça. L'objectif, c'est vraiment justement de parler de ton parcours, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que tu es arrivé à faire ça. Puis c'est vraiment plus pour les gens qui pensent se lancer un SaaS, qui sont intrigués par le modèle. Mais on va avoir aussi du contenu qu'on va faire ensemble en lien avec la création puis le lancement d'un cours en ligne. Regarder aussi comment est-ce que System.io fonctionne. Éventuellement sur la plateforme de la tranchée, j'aimerais ça également avoir un cours, soit qu'on le fasse en interne ou qu'on se trouve quelqu'un pour le faire à Cool. propos Ah de ouais. System.io. Et puis, parce que là, présentement, on a parlé beaucoup de LearnDash, parce que les gens sont habitués, sont sur WordPress. LearnDash, c'est une super belle plateforme, mais c'est compliqué un peu. C'est pas intuitif. C'est pas le fun. WordPress, autant que c'est magique, autant que c'est clunky un petit peu. C'est correct, tu sais. Mais c'est pas magique comme expérience. Et de la même façon que System.io est capable de l'être. Donc, la question qui tue. C'est la première fois que je pose cette question-là. Donc, on va voir si c'est une bonne question ou une mauvaise question. Mais si tu avais à te renvoyer et engager quelqu'un d'autre pour prendre ta place, quel conseil ou quelle recommandation est-ce que tu donnerais à cette personne-là? Et puis, Bah, tu il prends le faut. temps qu'il faut pour y penser, on va couper ça au montage. Non, non, t'inquiète pas. Écoute, moi, j'y pense de temps en temps parce que voilà, je suis marié et bah, on en parlait une fois avec ma femme. On dit voilà, si j'ai un accident, tu vois, avec grosso modo, qu'est-ce que tu fais avec la boîte? Donc, bon, clairement, on a une équipe en place, il y a des serveurs, donc voilà, ça va pas s'arrêter de tourner du jour au lendemain. Mais du coup, voilà, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir. Donc, euh, je pense que, enfin, c'est encore une fois, c'est ce que je disais, faut trouver quelqu'un qui aime ce qu'il fait, tu vois. Quelqu'un qui prend du plaisir dans ce qu'il fait. Moi, je peux dire que le matin, je me lève, je vais au boulot, je travaille surtout le matin en fait. Donc là, coronavirus, je travaille toute la journée, mais normalement, l'après-midi, je vais à la gym.
Je travaille surtout le matin et pour moi, c'est un plaisir. J'aime ça. Tous les jours, je suis excité d'aller au travail. Donc je pense que moi, je suis un grand fan de Jeff Bezos. Tu as dû lire le livre The Everything Store. Non. Non, c'est sur l'histoire d'Amazon et waouh, enfin, le mec, c'est vraiment génial Amazon ce qu'ils ont fait. Et Jeff Bezos, c'est un mec qui dit toujours. Donc moi, je suis fan. J'ai regardé plein d'interviews de lui, etc. J'adore sa philosophie, sa manière de voir les choses. Jeff Bezos, c'est un mec qui dort 8 heures par nuit, hein. Il n'est pas en mode grinding, tu vois, je dors 4 heures, etc. Et c'est un mec, il adore ce qu'il fait. Il dit, voilà, j'étais en vacances, c'était génial. Je suis revenu au boulot, voilà, je dansais au travail, quoi. C'est le mec, tu vois, il va au boulot, il aime ça, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Tu regardes Warren Buffett, le mec, il aime le matin, il passe au McDo, il prend son McMuffin à emporter, Ça, il c'est arrive au drôle. boulot, voilà, tu vois, toute la journée. Les mecs, ils aiment, il n'y a pas de secret, tu vois, pour être bon dans quelque chose, il faut aimer ce qu'on fait. Je pense que, et, et voilà, il faut trouver sa voie, il faut trouver ce qu'on aime, c'est pas forcément évident. Et c'est vraiment comme ça, je pense qu'on peut être très très bon. Hmm. Fait que ça serait de te remplacer avec la personne qui aimerait le plus, qui triple le plus sur le projet possible. Ouais, qui aurait un intérêt sincère pour le projet, pour ce qu'on veut faire, pour la vision, pour créer un outil simple et accessible qui permette à tout le monde de créer son business. Je pense que c'est vraiment un facteur très important. Cool. Écoute, merci beaucoup, Aurélien, d'avoir accepté de participer au podcast. Et puis, je vais te demander de rester en ligne le temps qu'on s'upload nos fichiers et tout. C'est la première fois que j'utilise. C'est quoi, Zoom? Je suis un novice à Yes. Zoom. Là, ça va bien. Donc, je vais recommander ça aux gens qui nous écoutent si jamais vous voulez faire des podcasts à distance. Et puis, merci beaucoup d'avoir participé. On se donne un suivi pour le reste des choses pour le Facebook Live. Et voilà, donc je recommande à tout le monde d'essayer System.io. Vous avez une période d'accès de 14 jours, un free 30 trial sur jours. votre 30 jours. site web. Je vais te donner un lien spécial. Les gens auront 30 jours pour essayer. Cool, parfait. Fait que je vais dire au début, dans les notes du podcast, je vais donner accès à ce lien-là et je vais probablement faire une petite intro. On va rajouter ça, petite conclusion par la suite. Cool. Nickel. Merci à toi, Olivier. C'était vraiment un plaisir d'être avec toi et j'apprécie beaucoup ce que tu fais et je te dis à une prochaine. Donc, j'espère que tu as apprécié ma conversation avec Aurélien. Je veux que tu saches que je suis présentement en train de discuter avec lui pour être capable de planifier un Facebook Live où on va explorer plus de détails, plus de trucs, plus d'astuces, plus de stratégies pour t'aider à créer ton cours en ligne. Donc, pour être capable de savoir quand est-ce que ce Facebook Live-là va avoir lieu, je te recommande fortement de t'abonner à ma page Facebook. Donc, va sur Facebook, Olivier Lambert, Scotch Marketing et Domination Mondiale. Abonne-toi pour être sûr de ne pas manquer ça. Et non seulement ça, mais parce que je poste genre 1 à 2 fois par semaine, peut-être des fois je passe 2 semaines sans rien publier sur Facebook, je te recommande fortement de t'en aller dans les paramètres d'abonnement et d'activer justement les notifications, de dire à Facebook que tu aimerais voir mon contenu de façon prioritaire. Parce que contrairement aux autres pages Facebook, quand je n'ai rien à dire, je dis rien. Hein? Fait que je vais profiter tout simplement pour faire un petit update. Là. C'est rare que je m'adresse aux gens de cette façon-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, du moins. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent présentement avec le confinement. Donc, première nouvelle, pas reliée avec la tranchée du tout, ce qui est une nouvelle personnelle, je suppose, je déménage dans la ville de Québec. Donc, je me suis pris un petit appartement dans la Tour Fresque, pour ceux qui savent c'est où. Donc, je déménage cette semaine. Pour ceux qui veulent s'aîner, savoir à quoi ça a l'air, vous pouvez tout simplement me suivre sur Instagram. Je vais sûrement faire une story ou deux. Donc, sur Instagram, mon handle, c'est Olivier Baramba Lambert. Bon, pourquoi est-ce que je déménage? Ça fait longtemps que je parle que je veux m'en aller à Québec. Je trouve que c'est une super belle ville. Ceci étant dit, j'avais vraiment un beau spot à Trois-Rivières. J'avais l'appartement parfait, j'étais heureux, tout allait bien, jusqu'à ce qu'un bar s'installe en bas de chez nous et décide que, il décide d'installer un système de karaoké. Hein? Donc, jusqu'à 2 heures du matin, des fois, j'entendais du monde chaud gueuler dans le micro. Chose qui est un petit peu dérangeante. Donc, j'ai commencé à me magasiner autre chose et je suis tombé justement sur un bon deal dans la Tour Fresque. J'ai des amis qui habitent là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas?
Ceci étant dit, inquiète-toi pas, ça change absolument rien pour mes podcasts puis les projets qui sont en cours. Je garde mon studio ici à Trois-Rivières, puis je vais me déplacer à chaque semaine avec mes invités, comme mes invités, pour être capable de me déplacer ici et enregistrer mes podcasts. J'étais censé louer notre studio. Ceci étant dit, avec le confinement, je n'ai pas pu faire de lancement officiel. Ensuite de ça, je profite justement du fait que j'ai pas pu faire le lancement pour être capable d'améliorer encore plus les installations, de bien installer les choses pour m'assurer que tout soit sur la coche. Et bien sûr, lorsque le confinement va terminer, lorsque les choses vont retourner à un genre de semblant de normal, on va bien sûr faire une porte ouverte et refaire un lancement officiel où je vais présenter bien sûr les photos, l'équipement, tout ce qu'on a dans le studio, qui va vous permettre bien sûr d'enregistrer des vidéos comme celle que je suis en train de faire présentement ou encore dans mon studio de podcast en haut avec les chaises une face à l'autre, où on a encore un autre set où on est comme un petit peu dans une pièce à la Joe Rogan, tout le monde assis autour d'une table avec des micros. C'est plus un set radio que je suis en train de peaufiner à l'instant. Donc vraiment, du beau stock, ça vaut la peine. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour dans ces sets-là. Alors, si c'est le genre de projet qui vous allume, pourquoi pas. Sur une autre note, je suis en train de développer une nouvelle version du site web et l'idée derrière cette plateforme, c'est de permettre à certains membres de la tranchée ou à certaines personnes de créer et vendre leur formation sur la tranchée. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais on progresse un tout petit peu à chaque semaine. Ça s'en vient. Ceux qui veulent s'aîner, savoir à quoi ça a l'air, vous pouvez vous rendre au beta.latranchée.com. Ça change beaucoup. Il y a beaucoup de textes qui sont là. C'est des placeholders. Ça fait aucun sens. Mais si vous êtes curieux à quoi ça va ressembler grossièrement à ça. Et pour ceux qui ont écouté le podcast avec Phil Kiprianou, donc vous savez que j'ai été dans un accident de voiture il y a 3 semaines. Ma voiture a été complètement démolie. J'aimais beaucoup ma voiture. C'était une belle Nissan 370Z, belle voiture sport. J'étais content. Pas la meilleure voiture l'hiver, sauf que je faisais pas beaucoup de millage. Alors, je passais sur ma lumière verte. Il y a une femme qui n'a pas fait sa rouge. Elle m'a rentré dedans côté conducteur à plus de 50 km/h. Tous les sacs gonflables se sont déclenchés. Ma voiture a été une perte totale. Heureusement, j'ai absolument rien eu. La voiture a très, très bien pris l'impact. Elle s'est démolie d'une façon assez spectaculaire. Mais moi, j'avais rien. Fait que j'ai été très chanceux. La madame non plus, elle n'avait rien. Ça, c'est pour le mieux. Donc, ensuite de ça, j'ai été voir mes assurances. Bien sûr, j'étais couvert, j'ai eu une très, très bonne prime. Et pour ceux qui s'intéressent, je me suis acheté une belle petite BMW X4M. Donc, c'est un petit peu plus vite que ce que j'avais. C'est 4x4. Ça a un beau petit look sport malgré le fait que c'est un VUS et c'est beaucoup plus pratique. Bref, regarde, ça a quand même du positif. Tout ça. Alors, pour revenir à nos moutons, j'ignore complètement quand est-ce que je vais avoir le temps de faire un nouvel épisode de podcast. J'espère que c'est bientôt. Mais je ne sais pas quand exactement avec le déménagement, avec le confinement. C'est plus difficile justement de convaincre les gens de venir, de se déplacer et de faire ça. Donc, stay tuned et je vous update sur tout ce que je viens de mentionner très bientôt sur l'infolette, sur Facebook, etc. Alors sur ce, on se revoit dans un prochain épisode sur Discord. Allez sur le serveur latranchée.com/Discord. Prenez donc votre 30 jours d'essai sur system.io. Allez regarder de quoi ça a l'air. latranchée.com/system.io. Manquez pas ça.